Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'accueille Victoire, une jeune femme d'une trentaine d'années, venue témoigner des violences psychologiques qu'elle a subies au sein de son couple. Au fil du temps, son ex-compagnon, obsédé par le contrôle, vous le verrez, a instauré une réelle emprise de plus en plus forte sur elle, rendant la relation violente et toxique. Il a suivi un schéma précis, cochant toutes les cases de la stratégie de l'agresseur. Manipulation, critique répétée, isolement et domination. Ces violences psychologiques, bien que souvent invisibles, ont des effets profonds et destructeurs. Victoire a choisi de témoigner pour nous aider à mieux comprendre ces mécanismes et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur les victimes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Victoire. Salut Romane. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, merci. Je te remercie de m'avoir contactée pour témoigner aujourd'hui au micro du podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Déjà, tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être plaisir. Ici. J'attendais ce moment du coup depuis quelques semaines déjà. Oui, c'est vrai, ouais. Alors du coup, donc, je m'appelle Victoire, j'ai 30 ans, je travaille dans le domaine créatif, je suis issue d'une famille bien recomposée, décomposée, si on peut dire. Ouais. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans, j'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, un petit frère qui a 2 ans de moins que moi, et après j'ai 2 demi-frères et sœurs, une petite sœur et un petit frère issus du mariage entre mon père et ma belle-mère. Voilà, donc j'ai vécu dans un foyer, en tout cas jusqu'à mes 7 ans, où il y avait beaucoup d'engueulades, beaucoup de disputes. Enfin, j'en ai peu de souvenirs, mais je sais que ma sœur, elle s'en souvient très bien. Et j'ai quand même, les vagues souvenirs que j'ai de mes parents ensemble, c'est quand même mes parents qui s'engueulent. Et en fait, je pense que quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi mes parents étaient plus ensemble. Et dans ma tête, avec le contexte patriarcal, tout ça, j'avais quand même un peu l'impression que peut-être que ma mère avait pas tout fait pour que mon père reste d'une certaine façon, et que moi en tout cas ça m'arriverait pas, parce que moi je ferais tout pour que ça marche, et que voilà, il faut en fait je pense qu'au fond je leur en voulais un peu de me dire ils ont pas assez essayé de rester ensemble, et moi je vais pas faire ça. Je sais que c'est difficile d'être en couple, une relation, et du coup faut faire des efforts. Donc évidemment, en partant de ce principe-là, ça peut conditionner avec l'exemple un de peu. tes parents qui s'engueulent, pour toi c'est peut-être un peu aussi genre la normalité en fait. Faut s'engueuler, c'est pas grave si on s'engueule en fait. D'un côté, je sentais que c'était pas normal et je voulais pas reproduire ça, et d'un autre côté, du coup, avec ce qui va se passer, justement, avec de la manipulation, on peut faire croire que en fait c'est ça la normalité, donc en fait ça renvoie à ce qu'on a vécu, et on se dit oui, peut-être que c'est comme ça, en fait les couples s'engueulent, donc c'est peut-être moi qui suis trop intolérante, et que je fais pas assez d'efforts, quoi. Voilà. En quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? C'était important pour moi parce que finalement c'est une histoire qui s'est terminée il y a 1 an et demi. Ouais. Et même si je vais beaucoup mieux et que je suis passée à autre chose, finalement je me rends compte que j'écoute encore beaucoup de podcasts sur le sujet, etc. Donc je reste en fait un peu bloquée là-dessus, dans cette idée de toujours se comparer et essayer de du coup valider un peu mon ressenti, en me disant oui, je suis pas folle, c'est vraiment ça, parce que j'ai l'impression que avec les mois qui passent, dans notre tête ça me nuise un peu, on se dit non mais finalement c'était pas si horrible, ou des choses comme ça, et finalement comme ça, parce qu'on oublie quand même pas mal, et on se souvient juste que la personne était méchante, mais on se souvient pas de tous ces petits mécanismes. En fait il y avait vraiment cette espèce d'esprit de contradiction entre d'un côté se rendre compte de tous les trucs et dire oh là là, mais comment j'ai pu accepter ça, et d'un autre côté minimiser
quand même un petit peu parfois en disant peut-être que j'ai moins vécu des trucs traumatiques que d'autres gens. Et du coup, le fait de témoigner... Je suis justement en train d'écrire un post sur le fait de se comparer en fait entre victimes et se dire non mais moi ce que j'ai vécu c'est pas si pire qu'elle ou j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai pas vécu ça alors que si t'as le droit en fait. C'est ça. Du coup, je trouvais que participer à ce podcast, ça me permet de déjà un peu poser ça quelque part, avoir une trace un peu parce que j'ai entre guillemets peur d'oublier et que ça se reproduise. Donc ça a été un peu la chasse aux red flags dans tous les podcasts de quelles sont les clés pour ne pas retomber sur ce genre d'individu. Donc il y avait un peu cette idée déjà de poser mes bagages, un peu comme dans Ça commence aujourd'hui. J'aime beaucoup cette émission. C'est le début de ta nouvelle vie aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et donc il y avait ça, et puis l'idée aussi de pouvoir peut-être aider des jeunes femmes à prendre conscience que c'est pas anodin et qu'il n'y a pas forcément besoin de violences physiques, sexuelles, des choses vraiment qui sont entre guillemets plus facilement condamnables, même si on sait à quel point ça l'est pas beaucoup, mais qui sont entre guillemets plus facilement validables dans le statut de victime que les violences psychologiques où c'est très sournois. Oui, et en fait, ça laisse pas de traces et personne le voit puisque de toute façon, c'est ce qui ressortait beaucoup quand j'ai lu ton questionnaire, c'est vraiment ton ex avait la stratégie complète de l'agresseur. Vraiment, plus je lisais, je me disais, ok, on coche la case, on coche la case, on coche la case. Et vraiment, c'est ça qui ressort, c'est qu'il est idéal aux yeux des autres au départ, et puis après, peu à peu, l'étau se resserre et il devient complètement un gros connard, on peut le dire. Hein. Oui, c'est ça. Mais ce qui est assez fou, ça, finalement, on en discutera après, mais ma famille l'aimait pas tant que ça. Et en fait, je pense que je m'étais aussi beaucoup moi-même foutu la pression de me dire, mais tout le monde l'adore. Mais en fait, mes amis et ma famille, tout ce qu'ils voulaient, c'est que je sois heureuse. Ça leur faisait un peu ni chaud ni froid que je sois particulièrement avec lui, et ça j'ai mis un peu de temps à le comprendre aussi, surtout que voilà, je suis quand même née dans les Disney, la vision du conte de fées, où on rencontre un peu un homme incroyable. Mais ça, c'est un truc qui revient souvent justement dans les podcasts, c'est que on finit par déconstruire complètement ces schémas qu'on a vus pendant l'enfance, où on nous fait croire qu'en plus on va pouvoir sauver les hommes toxiques et violents de tout ça parce qu'on va les aimer et on va les choyer, et puis finalement pas du tout, ça n'existe pas dans la vraie vie, ils changent pas. Ils restent des agresseurs, ils restent violents, et non, on ne peut rien y faire en fait. Voilà, désolée Blanche-Neige. Cours Réveille-toi. C'est clair. Mais du coup, c'est vrai que, en plus, avant de parler de cette relation, je pense qu'il faut expliquer aussi mon contexte amoureux. Oui. J'avais eu une relation quand j'avais 18 ans qui avait duré 1 an et 3 mois. Finalement, c'est moi qui l'avais quitté, etc. Donc finalement, j'avais pas senti une peine non plus incroyable, même si ça avait été quand même la première fois, etc. Après, j'étais partie en études supérieures, et puis j'ai eu pendant 6 ans des semi-relations, des sex friends, des petites histoires, mais finalement, on n'est jamais réellement ensemble. Je pense que j'avais aussi envie de me poser. Donc après, j'ai rencontré un ex avant dans une tournée des bars avec qui je suis restée 1 an et quelques mois aussi. Et en fait, je me suis fait quitter du jour au lendemain par appel de 5 minutes, mais ghosté pendant 5 jours quasiment. Donc en fait, courageux. Vraiment, voilà. Brave. Très courageux. Donc du coup, en partant de cette relation-là qui s'est terminée en 2019, c'est vrai que j'étais un peu... je comprenais pas... Enfin, c'est difficile de se reconstruire et de savoir comment s'améliorer. Et je savais pas ce que j'avais fait de mal pour que ça fonctionne pas. Donc, du coup, je m'étais dit... déjà, je vais un peu m'amuser aussi sur les applications de rencontres. Voilà, histoire de raconter des histoires à mes potes. Si je rencontre des tocards, c'est toujours marrant d'expliquer les phénomènes sur lesquels je tombe. Et puis, si sur un malentendu, je rencontre quelqu'un de sympa, pourquoi pas, parce qu'au fond je suis quand même une grande romantique, et que j'avais envie d'avoir une relation qui avait du sens. J'ai eu aussi petites histoires courtes avec des amis d'amis, donc voilà, rien de très probant. Puis du coup Covid numéro 1, confinement arrive. Donc moi j'étais en stage, les 2 dernières semaines de stage ont été en confinement, en télétravail. Après du coup j'étais en coloc avec mon frère
et le fils de mon beau-père. Il n'y avait pas le fils de mon beau-père à l'époque, donc j'étais qu'avec mon frère. On passe un super confinement tous les deux, vu que c'est mon meilleur ami et mon frère. On arrive quand même à faire en sorte que ça se passe très bien. Et puis voilà, en sortant, je me suis dit, je vais me mettre sur les apps parce que j'en peux plus, il s'est rien passé dans la vie depuis longtemps. Et puis du coup, voilà, la réouverture des bars, etc. Et je me dis, je commence à tomber sur le profil du coup de mon ex. Et voilà, moi j'étais du coup dans cet état d'esprit de, en tout cas, si je me lance, déjà j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur de tous ces mecs qui en fait veulent rien et font croire, etc. Donc j'essaie un peu de me protéger, mais j'étais quand même dans l'idée que si je me mettais en couple, en tout cas je ferais tout pour que ça marche. Encore une fois, toujours cette idée que je ferais tout pour que ça marche, pour que ce soit pas moi qui soit remise en question. Et je pense que ça a été un peu à ma perte dans cette histoire du coup, parce que j'ai pas su poser mes limites et accepter le fait que ça fonctionnait pas. Assez tard. Oui, toi tu voulais que ça marche. Je voulais que ça marche, et en fait dans ce genre d'optique on comprend pas pourquoi l'autre voudrait pas que ça marche non plus. Donc on se dit que si les deux ont fait des efforts, si les deux on est impliqués, tout peut se solutionner. Moi j'ai toujours les gens me perçoivent comme quelqu'un qui communique bien, qui est assez solaire, je suis tout le temps de bonne humeur. Alors évidemment moi dans mon travail de psy, je travaille sur le fait que j'ai le droit aussi d'aller moins bien, et que je suis pas ça c'est important. Voilà, parce que je peux pas être celle qui va toujours bien parce que les autres vont moins bien, et du coup je suis obligée de prendre ce rôle pour être plus légère et pas être un poids supplémentaire. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de pas aller bien. Donc voilà, c'est ça. Quand je tombe sur le profil de mon ex, je vois que c'est un mec qui a 4 ans de plus que moi. À l'époque, j'en avais 26, donc il en a 30. Il bosse dans un domaine qui m'intéresse pas du tout, mais un domaine très stable. Il est en CDI. Un mec bien sous tout rapport, on va dire, qui avait l'air de savoir ce qu'il voulait, d'être stable. Et voilà, le fait qu'il sache autant aussi qu'il veuille, par exemple, être avec moi, c'est des choses qui m'ont fait du bien aussi. Oui, ça t'a rassuré dès le départ d'avoir tout... me dire, voilà, c'est il avait l'air carré, quoi. Il avait l'air carré, il avait l'air sain aussi. Et du coup, c'est vrai que même si c'était peut-être pas les mecs artistes que j'avais fréquentés à des moments vraiment ultra déglingos, il avait une partie un peu folle que j'aimais bien. Et puis, le fait qu'il soit vraiment... un peu un pilier, qu'il ait pas de problème de santé, d'argent, de machin. C'est vrai que je me suis dit que ça avait l'air d'être léger, pas quelqu'un de trop tourmenté, ce qui était du coup pas du tout le cas, mais sur le coup c'était... Il l'a bien caché en tout cas. Il l'a bien caché. Et du coup on fait notre premier date début juillet, donc moi je venais de commencer un nouveau travail, donc j'étais hyper contente parce que il y avait eu les 3 mois de Covid, de confinement, et puis en fait pendant ce confinement-là, j'avais réussi à trouver un taf en 4 jours sur 5 en freelance, donc du freelance régulier. Et du coup, j'étais super contente de commencer ça dans un domaine créatif. Donc moi aussi, je me disais, c'est bon, à nouveau, mes parents me donnent plus d'argent, je vais subvenir à mes besoins, etc. Et puis comme j'ai fait des études artistiques très élitistes, parce que comme mes parents étaient avocats, ils m'ont toujours dit, un avocat moyen gagnera sa vie, un artiste moyen gagnera pas sa vie. Donc il faut que tu passes par les meilleures portes. Du coup, je m'étais beaucoup foutu la pression. J'avais fait 2 ans de prépa, 3 ans de bachelor, des stages, un master, vraiment beaucoup d'études. Et du coup, j'étais quand même très ambitieuse, avec la niaque de me dire, j'ai envie d'être une pointure aussi, en tout cas d'être fort dans mon domaine, Et du coup, c'est vrai que donc le premier date qu'on passe... Alors, ça se passe bien, mais ce qui est marrant, c'est que finalement, c'était pas non plus le meilleur date de ma vie. On se l'était dit après coup. Moi, je trouvais qu'il rigolait un peu tout seul à ses propres blagues à certains moments. Et lui, il avait trouvé que j'étais radine, parce que je lui avais dit que... alors, c'est ça qui est très drôle quand même, qu'il m'a dit qu'il pensait que j'étais radine. Parce qu'en fait, juste, je sortais d'un date avant où le mec, au moment de payer, avait pas sorti... c'est-à-dire avait sorti sa carte. Moi, je comprends pas. Moi, je pense qu'il m'invite, donc j'étais sur le point de le dire merci pour une bière un mardi. Et en fait, le serveur se retourne vers moi en me disant du coup, l'autre partie, vraiment, sans même me dire on partage ou quelque chose, le mec paie sa part. Je trouvais ça hyper bizarre. Et bref, je lui ai dit écoute, j'étais quand même dans un mood où j'étais là, je suis une princesse, je suis une queen.
Donc même si j'ai pas confiance en moi surtout, genre j'ai envie qu'en fait les mecs me montrent leur intérêt. Tu veux qu'ils croient en tout cas que... Ouais. Voilà, j'en ai marre de galérer, machin, j'ai envie qu'on me porte vraiment de l'intérêt, donc je lui avais fait comprendre qu'en gros, voilà quoi, il pouvait très bien m'inviter, ce serait sympa, il gagnerait des points, même si évidemment... j'allais le réinviter par la suite parce que du coup étant aussi assez féministe j'aime bien montrer que moi aussi je peux totalement m'assumer, mais j'avoue que j'aime bien pour un premier rendez-vous montrer que la personne t'intéresse, pourquoi pas être sympa et être généreux, ça peut être cool, quoi. Du coup voilà, je ressors de ce rendez-vous et ce qui était de ce date et ce qui était assez bizarre, c'est que du coup vu qu'il y avait encore les masques et tout dans la rue, donc je remets mon masque au moment d'arriver à la bouche de métro, puis lui du coup au moment de me dire au revoir, il était un peu... Enfin, j'ai compris que du coup, il me dit « Ah, mais t'as ton masque », du coup, je l'enlève, du coup, on se fait un bisou un peu là, comme ça. Et en fait, moi, là-bas, j'avais même pas pensé que on allait s'embrasser, forcément. Et en fait, après coup, quand on s'est réécrit, il m'a dit « Ah, je pensais pas que t'allais me réécrire, je pensais pas que ça s'était si bien passé. » J'ai dit « Pourquoi pas ? Parce que, je sais pas, on n'allait pas s'embrasser. » Donc déjà, un peu une sorte de pression aussi de... il est rapide, quoi. Voilà, moi j'étais là, ça m'est déjà arrivé d'embrasser un garçon au premier date, quand on passe toute la soirée ensemble, qu'il ait une bouteille de vin à deux, machin, oui pourquoi pas, il est 1h du mat, mais là on s'était vu à 19h30 un soir, enfin je trouvais que c'était un peu, voilà. Mais du coup ce qui était cool c'est que c'était dans un bar, les bars réouvraient à cette période en tout cas, donc il y avait quand même cet esprit de séduction qui revenait, et c'était pas comme beaucoup de gens qui se sont rencontrés pendant les périodes de confinement. Après il y a eu un deuxième date aussi, où là ça s'était vraiment super bien passé, on avait vraiment rigolé, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues etc, donc voilà, je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie. Le troisième date en fait il m'invite à aller dans une sorte de soirée au milieu du bois de Boulogne, un truc un peu incroyable avec un artiste qu'on aime bien, une artiste qu'on aime bien, et du coup on fait un petit apéro chez lui, donc il prépare tout un apéro dînatoire. Alors moi je trouvais ça super mignon, en fait j'ai appris après coup que du coup il avait envoyé un message à tous ses potes pour savoir qu'est-ce qu'il allait me faire en apéro dînatoire, parce qu'en fait ce mec ne cuisine pas du tout, du tout. Donc en fait pour moi j'étais là, il est juste trop mignon, c'est un peu son mood, voilà. En fait il avait fait un méga effort, mais je m'étais pas rendu compte sur le moment. Ça n'arrivera donc plus jamais après. Non, ça arrivera plus. Non. Enfin, il y a eu quelques fois où il m'a fait à manger, mais c'était dans une douleur en fait, que j'avais limite pas envie qu'il me fasse à manger parce qu'il pestait pendant qu'il cuisinait et il me gueulait dessus pour me demander des reproches et tout. Voilà, de me gueuler dessus. Ça cuit combien de temps ? Des émincés de poulet, c'est combien de temps ? Je sais pas, 8 minutes. C'est pas grave, je les cuis pas. C'est pas grave, je les aime en sashimi, c'est très bien. Donc voilà, on fait ce petit apéro, puis après on va à la soirée. On attend pendant 1h30 dans la queue, alors on se montre des vidéos marrantes, etc. On passe une soirée vraiment idyllique. Et puis du coup, vu que lui, il habitait pas très très loin du bois de Boulogne, on rentre chez lui. Alors déjà, pour repréciser, au moment où je vais chez lui pour l'apéro, il habitait dans le 16e, je sonne, il m'avait dit « sonne à l'interphone, machin ». Et en fait, en sonnant l'interphone, je me trompe d'interphone. Et en fait, je découvre qu'il habite 4 étages au-dessus de ses parents et que j'avais sonné chez ses parents. Donc déjà, quand j'arrive dans son appart, je lui dis « Mais pourquoi il y a ce prénom-là, ce nom de famille-là aussi ?» Il me dit « Ah, t'as découvert mon petit secret En fait, voilà, j'habite 4 étages au-dessus de mes parents. » J'étais là genre « Ah, ok. » Donc pour le coup, je me suis dit « Bon, il a 30 ans, il n'habite pas chez ses parents non plus. » Enfin, je m'étais pas rendu compte à ce moment-là à quel point ses parents étaient présents dans sa vie et limite un petit peu oppressants. C'est-à-dire à sonner pour nous, envahissant, sonner pour nous amener des courses, nous offrir du chocolat, faire les machines. C'est sa mère qui faisait ses machines, etc. Donc, ouais. D'accord, je vois un peu le personnage. Voilà, et du coup, on passe la nuit ensemble, notre première nuit ensemble, etc. Et en fait, déjà, il me dit « Ah, ça faisait 6 mois que je l'avais pas fait. » Je dis « Ah, ok. » Et en fait, je comprends, parce que je voulais me démaquiller, il me file du démaquillant et des cotons. Je comprends que... je dis « Mais je comprends pas, ça appartient à qui ?» Il me dit « Ah, c'est à mon ex, en fait, elle m'a quitté juste après le Covid, juste après le confinement, donc en fait finalement ça faisait genre 3 mois, mais finalement ils s'étaient pas vus
depuis 3 mois, donc ça faisait 6 mois qu'ils s'étaient pas vus et voilà. Donc je me suis dit oh merde, je me fous dans un truc où le mec il sort d'une relation de 2 ans et demi, donc pour moi ça puait un peu quoi. Ouais. Mais lui il était, enfin on en avait pas mal discuté et lui il était vraiment moi, enfin en fait je me suis rendu compte qu'il avait jumpé d'une relation à une autre à chaque fois. Ça ouais, petit red flag. Red flag. J'avais pas cette notion de red flag à ce moment-là, je pense à l'époque. Et du coup. Mais c'est ça en fait, on s'en rend compte vraiment après. Tu te dis, il y a un truc malsain d'aller de relation en relation et de jamais être tout seul, de jamais être se poser vraiment tranquillement seul. Ouais, et puis en fait, il me disait que ça allait plus trop et qu'en fait, il avait un peu tout fait pour se faire quitter. Enfin, qu'en gros, quand il s'était fait quitter, il était triste, mais qu'en gros, il l'avait bien cherché parce qu'il avait pas pris soin de la relation à la fin. Bon, du coup, Et moi, dans puis, ma tête. Du coup, il n'a pas osé quitter son ex non plus, il n'a Voilà. pas porté ses couilles. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je m'étais dit, bon, moi, comment je l'ai entendu, moi, à ce moment-là, je l'ai entendu, ah bah, en fait, du coup, ça s'est terminé aussi de son côté, il n'est pas en méga crise Oui. Oui. voilà, de rupture, donc pourquoi pas voir, quoi. Oui. Donc, il y avait ça. Finalement, donc on se revoit, je sais pas, peut-être 4 fois, on s'est vu peut-être 4 fois en juillet, puis je partais en août, il partait en août, chacun de notre côté. Moi, j'avais pas voulu parler intentionnellement de la suite de la relation parce que je connaissais ce genre de truc, on s'est vu 3-4 fois et puis après, par message, si on se voit pas pendant un mois, ça meurt dans l'œuf. Donc, je m'étais dit, on verra. Et lui, je pense que lui, il s'était dit aussi la même chose. Il m'a dit après coup qu'il me trouvait un peu méfiante au début. Moi, j'avais pas eu cette sensation-là, mais je me rends compte que du coup, il m'avait fait un peu culpabiliser de pas tout de suite m'être ouverte, alors qu'en fait, bah voilà, je me protégeais au début. Oui, et puis chacun va à son rythme aussi, quoi. C'est ça, et du coup on est rentré de vacances, donc on s'écrivait un peu tous les jours pendant les vacances, un peu des longs messages, un peu épistolaires, on se racontait nos journées et tout, il me disait qu'il allait faire des expos, des machins, donc moi je me disais, ah du coup c'est un mec qui est peut-être pas dans le domaine artistique, culturel, mais en tout cas il s'intéresse à d'autres choses, donc ça c'est super cool, il est très sportif, moi aussi je suis sportive, je vais à la salle, etc., donc mec healthy, et en même temps j'avais l'impression qu'il était plutôt curieux, donc voilà, ça me séduisait. On se retrouve en septembre et en fait moi je revenais d'un voyage en Croatie avec mon frère, ma meilleure amie et le meilleur ami de mon frère, et en fait mon frère avait chopé le Covid, sauf qu'on le savait pas au début, et comme en plus on était en coloc, j'étais chez mon ex, je venais de redormir avec lui pour la première fois depuis juillet, et là je reçois un message de mon frère qui me dit je comprends pas, je suis passée dans le local poubelle et ça sent rien, tu crois qu'ils ont tout nettoyé? Non, je ne pense pas. Vas-y, teste quelque chose. Du coup, il me dit, je viens de manger du liquide vaisselle, ça n'a aucun goût, mince. Je dis, oh merde. Il y a un problème. Du coup, là, il y a un gros problème. Donc finalement, je dis à mon ex, je suis trop désolée, je vais rentrer. Et lui, en plus, il avait un mariage, donc sur le coup, il m'a pas fait culpabiliser, mais il était un peu en stress de savoir si, vu qu'il était qu'à contact, finalement, il y est allé. Il est allé à son mariage, il a pas chopé le Covid, on s'est retrouvés 2 semaines plus tard, et puis voilà. Et en fait, assez rapidement, il m'a présenté ses amis, en me disant « j'ai très envie de te présenter mes amis, etc. » Ses amis assez sympas, finalement, pour la plupart, pas des gens avec qui je serais amie de base, mais plutôt sympas, en tout cas, ils m'ont bien accueilli. Que des mecs aussi qui... déjà, pas d'amis meufs réels, pas beaucoup. Genre 2 peut-être, mais sinon vraiment que des potes mecs, et ces potes mecs, ou voilà, les meufs de ces potes. Et c'est que des potes qui faisaient aussi des métiers qui en fait étaient pas des métiers de passion, mais qui permettaient de nourrir d'autres activités à côté, etc. Donc moi je me retrouve un peu dans ce cercle-là, alors que moi je venais d'études artistiques assez élitistes où le travail c'est au centre de tout. Donc c'est vrai que moi au départ je me prends un peu une claque, mais je me dis faut que je m'ouvre l'esprit, enfin c'est pas parce qu'il est pas passionné par son taf, puisqu'en fait finalement quand je lui posais des questions il m'a dit je vais pas t'en parler, ça va te faire chier. Donc en fait ça c'est la phrase red flag de ça m'intéresse pas non plus, donc donc maintenant je le sais, quand quelqu'un me dit je vais pas t'embêter avec ça, c'est que lui-même est embêté, donc je préfère. Et du coup tu te sentais en décalage avec eux? Je sentais un petit décalage là-dessus, parce que pour moi le travail c'est très important.
important et vu qu'on y passe autant de temps par jour, c'est fondamental qu'on puisse aimer ce qu'on fait. Et voilà, et moi j'avais quand même cette envie d'être ambitieuse, etc. Je lui avais fait part de ça et j'avoue que lui, il l'était pas non plus, il était un peu dans son petit truc plan-plan et tout. Je m'étais pas du tout rendu compte à l'époque que ça l'avait mis mal à l'aise que je lui dise ça parce que ça lui renvoyait une image de lui qu'il aimait pas, avec laquelle il était pas à l'aise. Sur le coup, il m'a rien dit, puis après, longtemps après, ça a été des reproches en me disant ah bah tu vois, toi qui étais soi-disant si carriériste et ambitieuse, regarde où t'en es maintenant. T'as pas fait grand chose non plus, quoi. Donc, je vois pas pourquoi tu m'as dit ça, en fait. Donc, merci beaucoup. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Finalement, donc, les semaines passent, etc. Il y a le second confinement qui arrive. Moi, je me dis, je sais pas, est-ce qu'on se confine ensemble ou pas C'était quand même un confinement un tout petit peu moins vénère que le premier. Donc, il y avait cette idée qu'on pouvait peut-être réussir à gruger et pas passer, parce que lui, il était dans un studio de 30 mètres carrés et moi, j'étais en colocation avec mon frère et le fils de mon beau-père. Finalement, mon frère décide de se barrer. Donc il se barre dans le sud de la France chez un pote et je reste, il y a le fils de mon beau-père et sa copine et du coup je décide de dire bon bah ils sont quand même dans 88 mètres carrés et nous on est dans 30 mètres carrés, on va faire 2 semaines chez mon ex et 2 semaines là-bas, comme ça au moins même si on est à 2 couples à cohabiter, ça n'aura pas été pendant tout le temps, mais en même temps j'ai assez envie d'avoir des pièces différentes. En fait ça m'angoissait un peu l'idée d'être que dans une seule pièce pendant autant de temps. Et le confinement chez lui se passe bien. Du coup, je rencontre même ses parents parce que dont il avait un peu caché mon existence au début parce que il n'avait pas très envie. Sa mère étant assez, copine, faisant souvent très copine avec ses ex. Il a mis 1 an avant de lui donner mon numéro de téléphone. Donc voilà, pour être sûr que je reçois pas de messages ou de machin, et que ce soit pas un peu oppressant. Donc déjà. Voilà, parce que déjà qu'elle a même des chocolats, des courses, des machins, c'est bon quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle était assez oppressante, sa mère, d'une certaine façon. Et du coup, je rencontre ses parents, ça se passe bien. Ce que je pourrais dire de sa relation avec ses parents, c'est que en fait, ça a toujours été très bizarre parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir une conversation à 3 avec ses parents et moi, et ils étaient trop contents de me poser plein de questions, je rebondissais, etc. Et lui, il était en train de gérer la musique à côté, et il parlait pas beaucoup, il parlait quasiment pas. Et du coup, je savais qu'ils étaient trop contents de me voir aussi, parce que, ils discutaient, en fait. Ils discutaient, et c'est comme s'il se remettait dans une place un peu de petit garçon quand il était avec eux et que voilà, il s'était pas, il était un peu saoulé, ils étaient proches mais il était aussi un peu saoulé de les voir et donc un peu bizarre. Bref, ça se passe bien, même pendant le confinement, on se fait des petites raclettes individuelles à la bougie, machin. Vraiment ça se passe super bien et la cohabitation je trouvais pas que ça pêchait particulièrement même dans la façon de vivre. J'ai pas de souvenir de ça, en tout cas. Oui, pour l'instant, il y avait vraiment rien qui laissait penser que ce n'était pas la personne qu'il te vendait, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, on passe la deuxième partie du confinement dans mon appartement. Ça se passe pas très bien avec le fils de mon beau-père et sa copine. Parce que finalement, je pense qu'ils étaient saoulés qu'on soit là. Ils avaient pas envie de faire d'efforts, donc ils disaient juste salut. Bonjour, au revoir, et puis on faisait rien, on déjeunait, rien. Donc moi, ça m'avait un peu traumatisée. Mon ex était plutôt sympa en plus, et je trouvais que le fils de mon beau-père s'intéressait pas à lui. Lui avait pas trop posé de questions, donc j'étais un peu gênée, et du coup je trouvais que mon ex ressortait plutôt en héros, lui, d'avoir été assez calme, d'être là genre bon c'est comme ça, c'est pas grave, je m'attendais pas à ça, parce que moi je lui avais vendu genre on sera avec des gens, on pourra faire des choses, on regardera des films. Alors qu'en fait l'ambiance était plutôt pesante que sympa quoi. C'est ça, donc ça se termine pas très bien cette histoire, et pendant en fait du coup ça faisait 4 mois. Il faut juste que je revienne sur le fait que pour décider comment on allait faire le confinement, quand je lui avais dit je sais pas trop, qu'est-ce qu'on fait, il m'avait dit on se confine ensemble, c'est évident. En fait, pour lui, c'était une évidence, et il m'a un peu imposé ça. Alors que moi, j'étais un peu passer autant de temps, ça va être un test. J'étais pas réticente, mais c'est-à-dire que je me posais la question. Et tu te posais des questions, c'est normal. Et lui, il m'a pas laissé en fait me poser la question en disant c'est évident, on se confine ensemble, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Et il y avait du coup, t'as pas forcément pu lui exposer le fait que tu puisses avoir des interrogations, des questionnements et tout. Non, il a fallu que tu... Bah, c'est ça, en fait. Il a fallu que je me dise, bon, bah, ok, mais j'avais dit, je veux pas passer un mois, puisqu'à la base, lui, il voulait limite tout le temps être chez lui. Et j'avais dit, je voudrais quand même avoir 2 semaines chez moi, etc. Je me souviens qu'il avait réussi à acheter la PS5 à cette époque et qu'il l'avait reçue chez lui. Et qui me faisait des blagues en me disant, oh là là, tu te rends compte, j'ai reçu la PS5 et je reste ici, je suis même pas partie rejoindre la PS5. C'était son cadeau de 30 ans. J'étais là, genre, ah ok. Enfin, je n'allais pas non plus le remercier pour quelque chose qui me semblait normal, mais bon, ça a été un peu sa blague. Ah, mais tous mes potes m'ont dit que j'étais un héros d'être resté. Non. Wow. Ok, d'accord, voilà. Incroyable. Incroyable. Et du coup, comme ça faisait 4 mois et demi qu'on était ensemble, quelque chose comme ça. En fait, lui, vu qu'il était depuis un long moment au-dessus de ses parents dans le 16e, il avait envie de bouger. Sa mère, qui était un peu dans l'immobilier, cherchait, mais sans réellement chercher non plus des apparts, puisque je pense qu'elle avait pas très envie qu'ils partent au fond. Mais voilà, lui, il était là, je vais commencer à regarder, et moi, je me suis dit, bah, c'est trop bête de déménager là maintenant, alors que ça se trouve, dans quelques mois, on aurait envie d'habiter ensemble. Donc, je lui fais part. Bon, déjà, il me dit, pour se dire je t'aime, on se dit je t'aime pendant ce confinement numéro 2. C'est assez marrant parce que la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il me regardait très intensément, il me disait, je suis en train de tomber amoureux, mais sans forcément le dire. Et du coup, à un moment, je lui ai dit, est-ce qu'on peut dire qu'on s'aime ? Et du coup, c'était une façon un peu déviée de le dire sans vraiment me mouiller 100%, vu qu'il me disait qu'il était très amoureux de moi. Donc du coup, voilà, ça se passe comme ça. Donc je me dis, bon, ça se passe pas hyper bien dans ma coloc. Lui, il voudrait déménager. Pourquoi pas se dire qu'on attend ? Et voilà, donc je lui soumets cette idée et il la prend hyper bien, mais ce serait super, machin. Du coup, je lui dis, bon, bah, moi, je voudrais quand même attendre, ça peut être dans 6 mois, quoi. Pas pressé, mais au moins, on a ça en tête. Donc, finalement, on a emménagé ensemble au bout de 11 mois. Donc, il y avait la recherche d'appartement, etc. Je le trouvais quand même assez stressant. Parce que il me disait, moi j'étais du coup dans un taf où je bossais 8 heures par jour, je suis à la journée, même si je suis en freelance régulier, donc je peux pas me permettre en fait de juste partir ça, sinon je vais devoir rattraper ces heures-là, surtout que j'avais des boss qui étaient quand même assez sévères là-dessus, assez chiant, si on peut le dire. Et, tu peux le dire. Voilà, donc très à cheval sur la demi-heure, le machin, et du coup il me faisait un peu culpabiliser en me disant, ah mais il y a cette visite-là, bah moi je peux pas y aller, donc toi tu dois y aller. Je dis, mais moi je peux pas y aller non plus. Donc voilà, donc c'était un petit peu stressant. Et je sentais qu'il avait un caractère fort quand même. Mais il était en même temps adorable à d'autres moments, donc je me disais juste, bon, bah, il a un caractère fort, voilà. Donc, ça me faisait légèrement angoisser, du coup, au fur et à mesure d'habiter ensemble, en me disant, bon, là, c'est jeter dans le grand bain, mais je mettais ça sur le coup de justement, bon, bah, c'est la première expérience où je vais habiter avec un mec qui est pas de ma famille ou un coloc, quoi. Et puis, voilà, il a un fort caractère, mais moi, je sais aussi m'affirmer, donc on va trouver des solutions. Enfin, le but, c'est que ça se passe bien, donc si tous les deux on est dans cette optique, encore une fois, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Donc finalement on a trouvé un appartement, on voit un premier appartement qui était la famille qui lâchait cet appart, etc., mais il était quand même assez cher, grand, et en fait il y avait une salle de bain qui était dans la chambre ouverte. Et du coup, lui, ça lui posait un problème. Heureusement qu'on n'a pas pris cet appart, parce que je pense que ça aurait été un enfer, en fait. Donc, on a bien fait de pas prendre cet appart, parce qu'en fait, il était trop cher et pas bien foutu. Et finalement, par des amis d'amis de la sœur, on trouve un appartement canon, avec une terrasse de 16 mètres carrés, il fait 45 mètres carrés, pas donné, au-dessus de ce que j'étais prête à mettre si on divisait par 2. Parce qu'à l'époque, je mettais 750 dans mon loyer en coloc, et là, ça aurait été 900 par personne. Donc c'était quand même cher, même s'il y avait les charges comprises, etc. On payait clairement la terrasse, la baignoire et machin. Et du coup, la vie à Paris, quoi. Et du coup, je lui avais dit, moi, je peux augmenter un petit peu, mais je peux pas augmenter de plus. Je peux payer 850 par mois. Et lui m'avait dit, bah ok, je complète 950, sachant que lui, il venait d'un studio où il payait 1000, donc ça lui faisait quand même une petite... lui, il gagnait de l'argent, et moi, j'en perdais, sachant que, voilà, je gagnais ma vie, mais clairement, il a gagné mieux que moi, clairement. Il gagnait à cette époque-là
au moins un tiers, voire le double de ce que je gagnais, quoi. Je dirais un tiers de ce que je gagnais, voilà. Donc, Ouais, du coup, il n'y avait pas de partage genre équitable, on va dire, où toi tu donnes ce que tu peux et lui prend le reste. non, il n'y avait pas C'était vraiment. divisé vraiment par deux, quoi. Du coup, il a mis 50 balles de plus, hein. Il a mis Oui, 950, moi mais 850. Mais sinon, le reste, tout était moitié, 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 moitié. Je m'étais pas rendu compte, je sais pas à quel moment, je me souviens plus à quel moment je me suis rendu compte que il était radin et qu'il était très à cheval. Je pense que c'est le fait d'habiter ensemble, quand du coup, on a créé un compte joint. En fait, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il avait vraiment le sens des responsabilités. Il était Ouais. très, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ouvrir un compte en banque. J'ai pris l'abonnement EDF, nanana. Donc en fait, moi, je me laissais un peu porter par ça parce que lui, voilà. Puis moi, je faisais d'autres choses, mais lui, il était très, il pensait aux choses, donc il avait une Ouais. forme de charge mentale et je trouvais que c'était assez agréable. Finalement, après, ça m'est retombé dessus, mais sur le coup, je trouvais ça très agréable. Un mec qui, voilà, il était ordonné, il était propre, il aimait prendre soin de lui, il aimait s'habiller, non. C'est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les schémas que j'ai écoutés, le mec est un peu propre sur lui. Oui, il est peut-être un peu trop dans le contrôle. Très dans le contrôle, à aller 5 fois par semaine à la salle, 4 à 5 fois, donc voilà. Très narcissique d'une certaine façon, parce qu'il se regardait un peu avec envie. Oui. Je me souviens que parfois il se regardait dans le miroir comme ça, et puis il regardait ses le muscles, et après il me regardait, il me faisait un clin d'œil. J'étais là genre, oh mon Dieu, la beaufrie, l'enfer. C'est clair ce que j'allais dire. Ça me faisait rire quand même, du coup, parce que c'était trop gros en fait, limite. Donc on se dit que c'est marrant. C'est clair. Je vois bien le truc. Et du coup, on emménage ensemble. Vu que c'était au moment de genre mi-juin, fin juin, c'est vrai qu'on est assez vite partis en vacances. Donc au départ, tout se passe bien, on part en vacances ensemble. Pendant les vacances, j'ai des red flags que je vois, enfin des choses qui me préoccupent un peu. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me dis, il est peut-être agoraphobe ou quelque chose, parce que il y avait beaucoup de touristes. On était dans les Pouilles, beaucoup de touristes, et en fait, ça l'oppressait, ça le mettait de mauvaise humeur. Moi, j'avais pas le permis, donc il y avait que lui qui conduisait, et lui, c'était pas l'as du volant non plus, un peu stressé. Du coup, moi, j'étais pas la meilleure guide pour lui dire, faut prendre à droite, machin, parce que je suis un peu tête en l'air. Voilà, j'oublie un peu. Parfois, je suis en train de discuter, je suis bavarde, machin. Donc, lui, ça le faisait un peu péter des câbles. Et puis, il y a eu 2 fois, en fait, dans le séjour où il était très désagréable, etc. Il trouvait que, par exemple, que je le guidais pas. C'est-à-dire que c'était lui il était épuisé de prendre toutes les décisions. Moi, je regardais les restos, les machins, mais par exemple, pour se diriger dans la rue, moi, mon espèce de truc sur Google Maps, il bug un peu, donc ça me mettait dans une autre rue. Donc voilà, je le laissais plus faire ça, comme on fait, voilà, chacun sa répartition. Oui. Et en fait, lui, il avait vraiment une vision où c'était à 50-50 pour tout. En fait. J'avais l'impression qu'il fallait... il y avait... voilà, et ça, je le rappellerai après au niveau de comment il était maniaque, sa maniaquerie de ménage, mais il fallait vraiment qu'il y ait vraiment... que tout soit fait à moitié-moitié. Mais en fait, c'était même plus... Enfin, c'était faux, parce que je faisais moitié-moitié ses tâches à lui, mais en fait, moi, j'avais des tâches que je faisais seule, quoi. Donc, finalement, parce que lui, il voulait pas les faire. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est comment se faire baiser, entre guillemets. Désolée pour le langage. Il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a des moments où il était très désagréable, et puis d'un seul coup, il s'était mis à pleurer, à chaudes larmes, et il devenait une sorte de zombie comme ça, un peu. À un moment, il s'était garé dans un parking, et j'étais là, non, et on avait trop galéré à trouver le parking de la plage, machin. Puis là, je sais pas, je le vois vraiment. En fait, parfois, il faisait juste genre, voilà, c'est toi qui fais tout là, je peux plus. Et en fait, il était totalement genre. Comme une sorte de zombie, et là du coup je devais le prendre en main, et j'étais là, je l'avais allongé sur le transat, je lui avais apporté à boire, on est allé se baigner, puis ça allait mieux après, puis du coup il m'avait remercié, puis une autre fois il était désagréable, on était partis chacun d'un côté de la ville qu'on visitait, donc assez drama en fait, enfin c'était drama, je me rendais pas compte à ce moment-là à quel point ça m'avait mise dans un état où je pleurais toute seule sur un banc parce que je comprenais pas ce qui se passait, et finalement à chaque fois que c'était trop, en fait là le mec se met à pleurer et à me dire j'ai peur que tu me quittes, nan. Donc en fait c'est moi qui me mettais à m'occuper de lui, et du coup ça me faisait oublier le fait que c'était pas ok d'avoir agi comme ça en fait. Non. Donc il y avait ça. Donc ça donc là, c'est vraiment premier décalage entre ce que tu vis au quotidien entre guillemets dans ta routine, et là en vacances tu commences à te dire oula.
Ouais, en plus, on avait déjà emménagé ensemble et je me disais, Ouais. ah ouais, ok, bon, bah, c'est peut-être parce qu'il y avait vraiment beaucoup de touristes, on ira dans des endroits. Puis c'est vraiment parce qu'il a fait beaucoup de voitures, ça le stressait. On fera peut-être des destinations où il y a moins de trajets entre les différentes Ouais. villes, etc. T'essayes de Voilà. rationaliser, entre guillemets. Ouais, en disant, bon, bah voilà, il y a ça. Je sais pas, il a un peu pété un câble, il était pas bien. Il a fait en gros, pour moi, c'était des crises d'angoisse, quoi. Ouais. Il a fait un peu deux crises d'angoisse, mais moi, je suis restée sur le fait qu'il ait fait des crises d'angoisse. J'ai pas vu que avant de faire la crise d'angoisse, il était odieux en fait. Enfin, il était vraiment Ouais. très désagréable et que je m'en prenais plein la gueule parce qu'en fait, voilà, il avait l'impression de tout faire, nanana. Et du coup, quand on a commencé réellement à habiter ensemble, alors c'est assez flou les débuts parce qu'il me disait au début, enfin, il m'a beaucoup dit après, au début, j'ai pris sur moi, mais après maintenant j'en peux plus. Mais en fait, je me pose la question si réellement il prenait sur lui, puisque j'avais quand même l'impression qu'il y avait quand même des remarques. Moi, j'étais Ouais. voilà, beaucoup moins organisée que lui. Voilà, quand j'avais un rhume, je me mouchais, je laissais un peu mes mouchoirs traîner. Oui, bon, ok, j'étais un peu crado là-dessus, quoi. Mais en fait, finalement, il a, je pense, pris sur lui, il a minimisé, il me faisait des petites réflexions, mais voilà. Et puis, il y a un moment, en fait, où il a estimé qu'il me disait trop et que c'était insoutenable de vivre avec moi. Et en fait, c'est là où il a commencé à mal me parler, quoi. Où il a commencé à vraiment me faire... En fait, déjà, il m'a jamais appelé Vic, alors que tout le monde m'appelle Vic, et que quand on m'appelle Victoire, c'est qu'on m'engueule, en fait, d'une certaine façon. Oui. Et je lui avais déjà dit plusieurs fois quand il me disait Victoire, je disais genre, tu peux m'appeler Vic, parce qu'en fait, et en fait, je me suis rendu compte après coup que ça nourrissait ce climat un peu d'insécurité de Victoire. Et en fait, il me disait pas ah, est-ce que tu pourrais faire ça, ou t'as oublié de faire ça. C'était plus genre, pourquoi le placard il est encore ouvert, pourquoi la porte elle est comme ça, non, soit. Donc c'était que des pourquoi. Et du coup, en fait, moi je lui disais, ah, mais parce que non. Il disait, mais arrête de te justifier. Donc en fait, il me posait des questions. Enfin, la tournure de phrase était une question. Du coup, moi, qui ai une forte tendance à toujours justifier, parce que comme j'ai du mal à poser mes limites, en fait, quand je dis non à quelqu'un, je dois lui dire tout pourquoi je dis non. J'arrive pas à simplement dire non, voilà. Et du coup, ça m'a vraiment trigger de, oui, tu me demandes pourquoi, mais en plus, mais je comptais le faire juste après. Non, mais arrête de. Mais de il a un justifier. vrai ton paternaliste, en fait, c'est ça. Il te prend vraiment pour une gamine de 5 ans et demi et faut pas que tu te justifies, t'as pas le droit de parler après, c'est pourquoi t'as merdé et point final. C'était vraiment, et puis c'était des petits trucs, donc ça a commencé avec des petits trucs bêtes, hein. Bon voilà, il avait une machine à café, parfois j'oubliais d'enlever la capsule, donc ça l'énervait, où il y avait des petites gouttes qui tombaient, donc si je nettoyais pas tout de suite, c'était un enfer. La poubelle, elle pouvait faire un peu de bruit quand on l'ouvrait parce qu'elle tapait sur quelque chose, et du coup fallait que je fasse doucement. Sinon, en fait, dès qu'il y avait des bruits, en fait, il était très intolérant au bruit. Ouais. Et dès qu'il y avait des bruits, il allait tout de suite, il se crispait, il faisait des et du coup, moi, ça me tendait. Oui. Par exemple, fermer les portes, j'ai jamais pensé à comment on fermait une porte. Et en fait, je la fermais, ça claquait un tout petit peu. Et lui, il était, ah là là, mais tu claques les portes, faut faire ça doucement, nanana. Donc voilà, t'as pas sorti les poubelles, t'as laissé encore cette fenêtre ouverte. Ce qui était assez bizarre, c'est que par exemple, on avait une baignoire où on prenait des bains, des douches, etc. Lui, quand il se douchait, il fallait pas le déranger, il chantait sous la douche, machin, c'était son moment à lui, j'avais pas le droit d'être dans la salle de bain, même quand il se lavait les dents, j'avais pas le droit d'être dans la salle de bain en même temps que lui. Ok. On se douchait jamais ensemble, enfin c'était vraiment son moment et tout, donc à la limite je respecte ça. Mais du coup, comme il y avait pas mal de buées dans la salle de bain, il fallait aérer. Et en fait, moi, si j'aérais juste le temps de make-up, il y avait encore de la buée. Donc en fait, il fallait que je laisse aérer, mais pas trop longtemps, sinon ça refroidissait l'appartement. Donc en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était une nouvelle façon de aussi me pousser dans mes retranchements, de penser à tout, sachant que je suis quelqu'un qui pense pas forcément à tout comme ça. Oui. Enfin, en fait, je porte de l'attention sur plein de choses, mais pas ces petites choses-là qui me semblaient vraiment... Enfin, en plus, moi, j'ai toujours été en coloc. Enfin, voilà, je pensais pas. Et en fait, il m'a demandé de penser. Il m'a demandé de penser sur tellement de petites choses. Le dentifrice, il faut le mettre dans ce sens-là, pas dans l'autre. La hotte, il faut la pousser dans cette façon-là. Le matin, on se lève, il faut tout de suite aérer le lit et ouvrir toutes les fenêtres pour, même s'il faisait super froid en hiver, parce qu'il y a de la pollution intérieure et qu'il faut laisser aérer pendant 5 minutes. Très rigide, très dans le contrôle.
Donc voilà, c'était que des petites choses comme ça qu'ils me demandaient. Par exemple, quand je me lavais les dents, on avait une femme de ménage. On a pris assez rapidement une femme de ménage parce que justement, je sentais que la question de l'hygiène était très importante pour lui. Moi, j'ai toujours dit, enfin, même dans mon ancienne coloc, on avait une femme de ménage 2 heures toutes les 2 semaines qu'on payait à 3. Voilà. Là, on s'est dit, alors on avait chèque Césu, machin, on va vraiment prendre quelqu'un via une agence et tout. Et du coup, c'était 2 heures par semaine. Donc, pour moi, j'étais là, c'est bon, enfin, c'est clean. Et en fait, même si elle passait 2 heures par semaine, si je me lavais les dents et que, en me lavant les dents, il y avait du dentifrice qui allait sur le miroir, il me disait, ah, mais tu laisses tes fluides humains, c'est dégueulasse, t'es crado. Donc, en fait, il me disait tout le temps que j'étais crade, que j'étais crado, que voilà, c'était sale, je sais pas comment j'avais été élevée, mais que c'était, en fait, c'était juste et il me disait tout le temps, c'est du bon sens. Donc il y avait vraiment cette notion de sens aussi. Quand je lui disais, ouais, moi j'ai jamais fait ça comme ça, par exemple secouer les sets de table, moi j'ai toujours secoué sur une table ou dehors et puis après je passe l'éponge. Lui c'était, ah bah non, faut le faire dans la baignoire. Alors, déjà, moi je trouve ça hyper dégueulasse dans la baignoire. Dans la baignoire il voulait, j'avais essayé sur le balcon, non, ça va tomber sur les gens en dessous, je sais pas quoi, non, ça peut pas être dans l'évier, tu vas en foutre ailleurs, machin. Le seul endroit où ça foutrait pas des miettes en dehors, c'est la baignoire, donc il faut faire comme ça. Moi je disais, écoute, j'ai jamais fait comme ça. Il faut avoir l'idée de le mettre ça dans la baignoire quand même, c'est pas inné, je trouve. Ouais, faut avoir l'idée, mais du coup, même si je lui disais, moi j'ai jamais fonctionné comme ça, lui il était là, mais c'est juste, c'est logique en fait, donc faut faire comme ça. La preuve que non. Ouais, pour moi c'était pas logique, c'est clair. Et voilà, il y avait que des. Par exemple, il avait jamais fait de machine de sa vie. Mais il me disait que le fait de laisser les vêtements dans le tambour plus de 5 minutes une fois que la machine s'était arrêtée, ça froissait ses vêtements. Ou dès qu'il retrouvait ses vêtements et que c'était moi qui avais lancé la machine, ah ils sont super secs, t'as mis quoi comme dosage? Non. Donc en fait, mais ses parents, ils lui ont pas fait des mains pour justement faire des machines, les sortir, les étendre? Mais il les faisait, en fait, il faisait ça. Mais déjà, il étendait quasiment aucune machine sans moi. Je devais être là aussi pour qu'on étende à 2. Donc en fait, on était là. Il pouvait pas difficile, rendre. Tu sais. Voilà. Et je me souviens d'une engueulade qu'on avait eue où j'étais allée à la salle de sport et je lui avais dit, enfin, il m'avait dit oui, la machine s'arrête à 20h10. Donc il fallait que je sois là à 20h10. Puis il était 20h10, puis j'allais arriver. Et puis il me dit bon, t'es où là? La machine doit être étendue. Je dis ah oui, j'arrive. C'est à ce point-là, quoi. Ah ouais, c'était à ce point-là. Il m'envoyait tout le temps des messages. Vas-y, la machine doit être étendue. Puis je disais, j'arrive. Et en fait, ça me stressait tellement qu'il le fasse lui. Parce que s'il le faisait lui, ça voulait dire que du coup, j'étais pas venue à temps. Et du coup, si j'étais pas venue à temps, ça veut dire que ça allait être un reproche. Donc en fait, moi, je me suis mise une méga pression. Je suis arrivée et quand je l'ai vu en train d'étendre, je lui ai dit, mais pourquoi tu es en train de l'étendre là? Et en fait, et du coup, tout de suite, il m'a dit, wow, mais t'as vu comment tu me parles? Moi, je suis juste sympa, j'étends juste la machine. Donc, en fait, d'un seul coup, il s'est placé comme, moi, je faisais juste ça gentiment. Et en fait, tu t'es méga monté la tête et c'est toi qui es en train de m'agresser. Alors qu'il m'avait méga stressé avant, en fait, pour que je sois absolument là. Donc, il fallait que je lance les machines, les machins. Si j'oubliais, voilà, c'était l'infection. Dès que je laissais traîner des trucs, il y avait des moments. Pression par rapport à tout. Ah ouais, mais d'un seul coup, il arrivait dans le salon où il était là, genre, bon, là, faut que tu me ranges ça, ça tu gardes, ça tu jettes, enfin, il prenait honnêtement mes petites cartes, mes petits trucs, et puis il était, là, faut du rangement, en fait, là, c'est n'importe quoi, donc en fait, il décidait que là, fallait ranger, et quand lui décidait d'un truc, fallait que je sois tout de suite opérationnel, évidemment, et que moi, quand je demandais un truc, fallait pas forcément, il avait pas forcément être si opérationnel. Et puis, du coup, il avait, alors, il y avait une histoire de poubelle qui m'avait fait quand même, on était vraiment en plein dans la relation, on habitait ensemble peut-être, ça faisait déjà quand même plus de 6 mois, je pense. Et en fait, il avait nettoyé les VMC qui n'avaient pas été nettoyés avant notre arrivée dans l'appart, donc c'était dégueulasse. Et puis il me dit voilà, j'ai passé, donc ça avait mis une mauvaise humeur, j'ai passé du temps à nettoyer les VMC, machin, et je sais pas, j'ai pas dû assez le féliciter d'avoir fait ça, et je lui avais balancé un oui, bon, c'est bon, merci, j'ai compris, voilà, c'est que des VMC, quoi. Et là, il avait pété un câble. Quoi, c'est que des VMC, non, mais te rends pas compte tout ce que j'ai sorti de ce truc, regarde. Et là, en fait, il balance la poubelle qui éclate par terre avec tous les espèces de poussière, de trucs par terre. Et en fait, c'était juste avant que je parte au travail, lui aussi. Et lui, il claque la porte et il part. Et du coup, moi, je me souviens que j'avais crié, vraiment, j'étais genre en mode je deviens folle, en fait. Oui. Parce que il faisait exprès de faire ça comme par hasard. 5 minutes avant que je parte, j'allais être en retard. Et oui. Et il faisait souvent, j'ai pas du tout l'impression qu'il m'ait aidé dans ma carrière.
parce que en fait, il me reprochait de travailler ou que mes boss étaient des cons ou machin, d'être trop, voilà, oh putain, mais toi, le vendredi, tu t'arrêtes pas à 17h, c'est dingue. Je dis non, je suis payée à la journée, enfin, je peux pas forcément partir quand je veux. Et voilà, il y a eu un moment, je me souviens, on avait eu une dispute, et il m'avait dit, oui, ce serait bien qu'on se boive un verre pour en discuter, et puis j'allais après rejoindre ma mère pour dîner, et je lui dis, bon, bah, du coup, on peut se retrouver à 18h30, 18h45 à cet endroit-là, à mi-chemin de nos deux bureaux. Il me dit, non, j'ai mal aux pieds, et puis moi, je termine à 18h, donc bah, en fait, il faut que tu partes plus tôt. Moi, je disais, bah non, en fait, je vais pas partir plus tôt, enfin, je peux pas partir plus tôt. Et en fait, il m'avait reproché ça en me disant, bah en fait, tu veux pas vraiment que ça s'arrange parce que tu fais pas l'effort de partir plus tôt. Donc, j'avais dû partir plus tôt, prévenir mes boss, et venir me déplacer jusqu'à lui, etc. Et finalement, ça s'était arrangé. Il avait été... à ce moment-là, on avait discuté des choses et j'avais l'impression que ça s'était tassé. Mais encore une fois, je m'étais même pas rendu compte que, en fait, il faisait... Voilà, c'était toujours... il y a ça à 19h, à 18h30. Et je lui disais, mais en fait, tu comprends pas, je termine à 18h30 tous les soirs au minimum, en fait. Et il faisait que me proposer des trucs, et du coup, à des moments où je ne pouvais pas, et après, du coup, il allait me le reprocher. En fait, pour lui, ça aurait été mieux que tu bosses pas et que tu sois toujours à la maison, quoi, la bonne bobonne. Bah, je suis pas sûre, parce qu'en fait, d'un côté, bah, si je pouvais faire ça et payer, ça, ok. Mais lui, il voulait pas m'entretenir du tout. Ah, bah oui. Pas du tout. Donc lui, il était vraiment dans cette optique de... Enfin déjà, genre... tu gagnes pas assez, on peut pas faire assez de choses parce que tu gagnes pas assez d'argent. Enfin, c'est pas comme si lui, il m'offrait des choses. On avait mis en place un compte joint. Et en fait, sur ce compte joint, on avait calculé... Alors lui, il était en télétravail à l'époque, quand j'étais en 4 jours sur 5 dans le bureau. Lui, il était 4 jours sur 5 en télétravail, donc en fait il avait beaucoup plus de repas à la maison. Moi, du coup on s'était dit bah forcément il va mettre un peu plus sur le truc. Enfin, j'avais pas envie qu'on mette moitié-moitié, sachant que lui c'était un mec qui bouffait beaucoup, il bouffait des amandes, des yaourts le matin, des bananes, il avait son goûter, son truc. Enfin, en vrai, moi, ça me faisait beaucoup de dépenses. Déjà que je m'étais rajouté 100 balles de plus sur mon loyer. Oui, bah ouais, c'est clair. Donc, moi, je mangeais pas beaucoup non plus, donc voilà. Donc, il mettait à la base, je sais pas, 40 € de plus que moi, ce qui était rien comparé à tout ce qu'il faisait. Mais voilà, c'était ça. Et pour la petite anecdote, quand j'ai changé de taf et que du coup, j'étais 3 jours par semaine à déjeuner à l'appart, il m'avait dit, bon, bah du coup, maintenant que t'es plus souvent à l'appart, il faut qu'on regarde la répartition. Je pense que tu devrais rajouter 10 € sur le Tricount, enfin sur le compte joint. Je lui ai dit, écoute, il reste toujours un peu d'argent sur ce compte joint à la fin du mois. Ce que je te propose, c'est de pas remettre plus. Mais en revanche, si à un moment il y a un manque, c'est moi qui compléterai. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que j'avais vu le mois d'après dans notre compte joint? Qu'il avait enlevé 10 € de sa part. Oh là là. Ouais. C'est grave. Ouais, c'est clair. Et du coup, je lui avais dit, mais pourquoi t'as mis que 260 ou 270 Et il m'avait dit, bah, enfin, toi, tu veux pas mettre les 10 balles en plus, je vois pas pourquoi moi je les mettrais, donc je les ai enlevés. Voilà. Ah non, mais vraiment psychorigide. Ou quoi. Psychorigide, on faisait des triquins quand on partait en vacances. Si à la fin il restait 20 balles que je lui devais sur le triquin, je devais lui faire un virement. Enfin, il était à 20 balles près, quoi. Et en fait, il m'invitait au resto de temps en temps, mais moi je payais tous les Deliveroo. Donc en fait, je me faisais avoir parce que je payais genre 3 Deliveroo, puis il m'invitait au resto. Donc en fait, finalement, je trouvais que c'était plus qu'équilibré, en fait, on va dire. Ouais. Donc en fait, j'ai pas l'impression qu'il m'invitait, évidemment. Parce que c'est pas comme s'il payait plus. Non, bah c'est clair. Et surtout qu'il me disait souvent je t'invite, enfin on va au resto avec l'argent qui reste sur le compte joint. Genre bah tiens, il reste ça, s'il reste de l'argent sur le compte joint, on se fait des restos. Mais c'était pas voilà, puis il voulait toujours organiser des vacances au ski, machin, ça coûtait cher. Moi je lui disais, je suis pas sûre d'avoir assez d'argent, surtout qu'en fait j'ai été pendant 2 ans, 4 jours sur 5, puis en fait ça s'est terminé. Et j'ai passé tout un été sans savoir ce que j'allais faire après, parce que en tant que freelance, j'avais pas assez de projets pour être 100% à mon compte, donc ça me stressait. J'avais un peu d'argent de côté, mais j'en avais pas non plus énormément. Ouais. Du coup, j'avais quand même envie de faire un tout petit peu attention, et c'est vraiment là où il m'a pas une seule fois invité au resto, rien, vraiment. Et c'est là où il m'avait demandé les 20 balles. Il m'a payé un iced tea dans toutes nos vacances. Oh, grand homme.
ça c'est grand monsieur, oui, c'est clair. Et du coup, je prends un taf d'enseignante à temps partiel ou dans une école à la limite de l'associatif, en fait, donc gagne pas très bien sa vie, 20 heures par semaine, donc c'est là où j'ai commencé à être un peu plus souvent à la maison. J'avais des horaires que je pouvais un peu plus moduler, enfin je m'étais fait mon planning en début d'année, etc. Et du coup, voilà, donc ça plus un autre petit taf régulier que j'avais, un petit projet mensuel, en fait ça faisait que je gagnais quand même pas assez pour vivre, donc pendant quelques mois, tant que j'avais pas d'autres projets en plus en freelance, je prenais quand même de mon épargne. Parce que je n'osais pas lui demander, il m'avait très bien fait comprendre que si j'avais des problèmes de thunes, fallait que je demande à mes parents, que c'était pas à lui de payer, quoi. Ouais. Donc ça, en fait, je me mettais une pression moi-même pour me dire, j'assume toujours la moitié de tout, et je lui demande rien. Et j'y mettais vraiment un point d'honneur, et du coup, entre ça et tous les mariages auxquels j'ai été invitée de ses potes, où il me demandait de payer tout à moitié. Le logement, le transport, le cadeau. Le cadeau, c'est-à-dire que si je lui disais que j'allais mettre 60 balles, 50 balles, il me disait mais c'est pas du tout assez, il faut quand même m'inviter dans un super endroit, machin, faut que tu mettes plus, à deux, sinon ça fait que 120. Je dis t'as qu'à mettre plus, c'est tes amis, t'as 4 ans plus que moi. C'est clair. Et lui, en fait, il comprenait pas. Je me souviens qu'à l'époque, dans mes co-bureaux, j'avais fait un tour de bureau pour leur demander ce qu'ils pensaient de qui devait payer le cadeau de mariage, et puis ils m'ont tous dit si c'est le mariage de ton mec, c'est lui, et puis quand ce sera tes potes ce sera toi, quoi. Enfin, c'est ou alors une petite part de participation, mais demander moitié et puis te faire culpabiliser alors qu'il sait que t'as pas non plus énormément d'argent, donc en fait mais oui. mes finances ont un peu fondu petit à petit parce que lui il avait un style de vie où il me forçait un peu à faire des choses. Et puis finalement, c'était des choses qui étaient chères et moi, je devais payer la moitié. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Et puis, il voulait pas comprendre, quoi. Lui. Et puis, il me disait juste, tu rentres tous les soirs à 20h30, beaucoup de soirs à 20h30 pour un taf où t'es pas bien payé. C'est de la merde, en fait, quoi. Il me disait pas, je suis trop content pour toi que tu transmettes à des jeunes. Ça va être super enrichissant. En fait, il me posait pas trop de questions. Oui, j'allais te poser la question, justement, de savoir s'il s'intéressait quand même à toi, à ce que tu faisais, au taf et tout, ou non. Au début, oui, mais après... oui, pour faire genre. Puis après... Voilà, et après, plus du tout. Honnêtement, je me souviens que la période où j'ai commencé à taffer, justement, dans l'école, dès que je voyais ses potes, ses machins, ils me demandaient ce que je faisais, puis du coup, j'expliquais le concept de l'école, que je trouve assez fou, etc. Et puis, à un moment, il m'avait dit, j'en ai marre d'écouter toujours raconter la même histoire, ça me saoule. Donc voilà, donc j'étais un peu ok. Je ferme ma gueule. Et lui, vu qu'il était assez aigri de son taf, en fait, je pense qu'il avait pas envie de me poser la question, moi. Oui, parce que si tu t'éclatais, si tu t'épanouissais dans ton taf et tout, évidemment, tu lui renvoies l'image de quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Et lui, forcément, ça va, dans son tempérament et dans son ego... ça va le bousculer un petit peu, ça va le frustrer, quoi. Fragiliser le château de cartes, c'est clair. C'est ça. Et il était... du coup, les moments où j'avais pas forcément du taf, mais j'étais tellement... En fait, je me rends compte maintenant, j'étais tellement happée par cette pression et cette hyper-vigilance que j'avais pas tant d'énergie que ça à démarcher des gens. Lui, il comprenait pas. Mais pourquoi t'appelles pas des gens? Je dis, attends, je suis pas marchand de tapis, en fait, dans le domaine créatif, mais je vais pas lui dire, coucou, tu as besoin de ça. Enfin, voilà. Puis, en fait, je m'étais dit, du coup, à la rentrée, je vais me faire mon site et tout, mais j'avais mis un peu de temps à le faire, mais je l'avais fait. Et il me dit, mais t'as vu, t'as fait ton site, tu l'as fait beaucoup trop tard. En fait, tu démarches personne, machin, c'est normal que tu galères, t'as pas la niaque pour être à ton compte, tu devrais te trouver un CDI. Donc, en fait, il projetait sur moi ce que lui aimerait de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a des horaires plus cool, et qui gagne mieux sa vie, parce que c'est vrai que j'avais pas forcément les meilleurs horaires et je gagnais pas non plus hyper bien ma vie, mais voilà, donc en fait tout était plus critique que réellement je suis hyper admiratif. En fait, il me disait des choses genre je suis hyper admiratif et tout dans des moments de love bombing où là on se regardait dans le blanc des yeux et là il me disait à quel point il était fier de moi, à quel point il m'aimait, que j'étais la femme de sa vie, etc. Mais il me le disait que dans des moments un peu confession. Et sinon, le reste du temps, c'était des remarques. Moi, quand j'allais au travail, dans mon premier taf, là, en 4 jours sur 5, je recevais des messages de lui. J'avais 2 types de messages. Soit c'était un cœur,
Ouais. Soit c'était une photo de quelque chose que j'avais pas bien fait, pas bien fermé, parce qu'il fallait bien fermer tous les récipients, tous les trucs ouverts avec un élastique, etc. Ou un produit que j'avais pas bien acheté, parce que j'avais acheté un produit dérivé, parce qu'il n'y avait pas la marque qu'il voulait. Ouais. Et là, je me faisais éclater par message, mais il se passe quoi dans ta petite tête mais je te l'ai dit combien de fois, ça percute pas vite là-haut, elle est dégueulasse cette confiture. Oui, c'est vraiment t'attaquer sur tout. Et toi, en plus, tu dois vraiment penser à mais vraiment des détails, de détails, quoi. Enfin, c'est... Ouais, et puis moi je lui disais au début, genre calme-toi, regarde comment tu m'agresses, prends-toi un café et réfléchis 2 secondes parce que là c'est un T'as peu. même pas d'espace mental pour autre chose que... Non, en plus il continuait et puis c'était Ouais. fait exprès, c'était des messages qui n'étaient pas Oui. un long message, c'était plein de mini-messages, donc mon portable vibrait alors que j'étais au taf et je recevais si je répondais pas tout de suite, c'était des points d'exclamation, donc... Ouais, vraiment une mise sous pression totale. Une mise sous pression totale et c'est vrai que je me rendais même pas compte. Finalement, j'en ai parlé à mes anciens collègues après coup, ils me disaient mais nous on voyait les messages que quand tu nous parlais des messages qu'ils t'envoyaient, nous on était hallucinés. Oui. Calme-toi en fait. Pourquoi tu m'agresses? Et en fait c'est ça, il m'agressait et quand je lui disais j'aime pas la façon dont tu me parles, parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des efforts, au départ. Quand il a commencé à me dire t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, moi je me suis dit bah ouais, faut que je sois. Moi je savais que j'étais pas la plus ordonnée, il faut que je fasse des efforts pour que ça se passe bien. Et du coup j'ai fait beaucoup d'efforts, mais c'était jamais. C'était oui, bon, c'est juste la normalité, donc on va pas non plus. Mais c'est féliciter. même pas des efforts en fait que tu dois faire, parce que oui, des efforts peut-être, faut s'adapter, faut trouver un moyen d'être. Que ça se passe bien, mais là c'est carrément te changer en fait. Bah c'était ça, et en fait je me rendais pas compte, pour moi c'était juste, il me disait mais c'est pas compliqué en fait, il met pas du tien, genre je te demande juste de fermer ça de cette façon là, genre pourquoi tu le fais pas. Et en fait il rendait tout tellement dérisoire et tellement simple qu'en fait il me faisait me passer pour une conne, parce que vraiment il me disait bah c'est comme ça, et en fait il disait tout le temps bah non, bah oui. Et, Ouais. et je lui disais arrête, je l'appelais Monsieur Bas, je disais, arrête de dire bas, parce qu'en fait on a l'impression que c'est une évidence, et si ça n'est pas pour moi, en fait je me rends compte que c'était très dénigrant de me dire tout bah oui, évidemment faut faire ça, bah ouais, voilà. Et du coup c'est vrai qu'à un moment j'ai atteint un point, je pense que c'est là où il y a eu les premières réalisations, c'est de me dire déjà moi je fais énormément d'efforts et lui il en fait pas finalement, parce que toutes les fois où je lui ai dit de genre arrêter de parler comme ça, d'exprimer mieux, de moins poser la question pourquoi, mais de me dire mon cœur, t'as oublié de faire ci, est-ce que tu peux faire ça, et en fait il l'appliquait pas, et pourtant dans son discours c'était mais attends, moi quand tu me demandes un truc je l'intègre en 2-3 fois max, c'est intégré, toi je te l'ai répété combien de fois, c'est épuisant de vivre avec toi, et moi je disais bah en fait non, le truc le plus basique que j'ai demandé d'intégrer c'est de bien parler, et en fait il parle pas bien. Bah non. Et ça, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'étais à mon max de ce que je pouvais donner en termes d'hypervigilance sur toutes mes actions, alors que c'est pas dans ma personnalité, et que lui, il le faisait pas. Là, je me suis rendu compte que, en fait, je me disais toujours que c'était quand même à moi de faire des efforts. Enfin, si je faisais des efforts, ça allait s'arranger. Mais je remettais en question la façon dont il me le demandait, la façon dont il me parlait. J'ai commencé à me dire, mais en fait, tu me parles pas bien. Quand j'ai commencé à me rendre compte de ça. Et lui me disait, non mais je te critique pas toi, je critique les faits, les actions. Mais sauf qu'en fait, quand on te dit, mais t'es gogol ou tu fais ça, mais c'est totalement con d'avoir fait ça, c'est totalement bête, mais il faut être bête pour penser comme ça. Bah en fait, bien sûr que ça remettait en question ma personnalité. Ah bah clairement, oui. Et voilà, qui je suis en tant que personne. C'était vraiment pour te rabaisser. C'est ça, et en fait, je pense que j'ai pas forcément confiance en moi sur tous les aspects, ça c'est sûr, et j'avais fait un travail sur ma confiance en moi en termes de mon apparence, etc. Je trouvais que ça allait mieux de ce côté-là. Je pense qu'il a pas senti que c'était réellement un point sur lequel il pouvait appuyer, parce qu'il m'a pas trop dénigré. Il me disait ah, t'es pas allée à la salle, parce que j'y allais à la base 2 fois par semaine pendant un long moment, puis parfois j'avais pas envie d'y aller, puis il me faisait un peu culpabiliser. Il me disait ah, ton pantalon de pirate, parce qu'il avait pas un pantalon, c'était des petits trucs comme ça, mais c'était pas du tout je peux trouver mieux, nanana, donc il était pas comme ça. Par contre, je pense qu'il a senti la faille de l'intelligence, pas confiance en moi sur mes capacités, parce qu'en fait je viens d'une famille où ils se sont tous fait tester, ils sont tous surdoués.
Mais ils ont tous 145 de QI. Ouais. Voilà. Mon père, ma belle-mère, mes demi-frères et sœurs, mon frère, ma sœur, enfin voilà. Et moi, je me suis jamais fait tester. Parce que mon père, en fait, à chaque fois qu'ils se sont fait tester, bon, les petits, c'est parce qu'ils s'ennuyaient en classe, etc. Les plus grands du premier, de la première réunion, c'est plus parce qu'ils étaient un peu perdus dans leur vie. Donc, en fait, mon père a dit, ça va te faire prendre confiance en toi, de te rendre compte que tu as des capacités, blablabla. Donc, ils avaient fait le test. Et moi, il m'avait dit, bah, Victoire, t'as pas forcément besoin de faire le test, vu que t'es déjà surdoué de tes mains. Ce à quoi je lui avais répondu, Ribéry étant surdoué de ses pieds, ça me fait un peu peur quand même. Parce que c'est quand même pas une flèche, on va dire. Donc, c'est clair. Donc du coup, j'étais partie du principe que oui, je suis vive, je comprends vite les choses, mais j'ai jamais eu quelque chose qui a acté ça. Ouais. Et comme étant d'une famille quand même cultivée, etc., on parle de plein de sujets, de machin, et que parfois je me dis, putain, j'ai fait des études créatives, donc je connais... Enfin, j'ai un niveau bac sur plein de choses, en histoire, en géo, etc. Du coup, je pense qu'il a senti... ce bouton à actionner de mon intelligence en me disant mais c'est du bon sens, mais t'es bête. En fait, il a senti déjà que j'étais une people pleaser, enfin que en gros moi j'avais toujours été en coloc, donc je viens d'une famille nombreuse, donc en fait j'ai toujours dû composer avec les humeurs des uns et des autres et m'adapter. Donc je suis quelqu'un de très adaptable et il a senti que moi j'allais m'adapter à lui et que lui il allait pas s'adapter à moi parce que lui ce qu'il faisait c'était du bon sens. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le problème de sommeil qui est devenu un gros problème dans notre couple. Parce que, en fait, quand on dormait ensemble, je bougeais pas mal dans le lit. Moi, j'avais jamais intellectualisé le sommeil, j'avais jamais pensé au fait que je bougeais beaucoup dans mon lit avant de m'endormir. Oui. Sauf que lui, il avait un sommeil très léger. Moi aussi, un sommeil léger, mais je me rendors facilement, enfin voilà. Et en fait, du coup, dès que je bougeais dans le lit, ça le saoulait, ça le réveillait, et il y a des moments où il pétait un câble en plein milieu de la nuit en me gueulant dessus. Moi j'allais aux toilettes aussi, donc il me disait ouais tu vas aux toilettes dans la nuit, faut pas que tu boives d'eau le soir. Je m'étais quand même installé une application sur mon portable pour me faire penser à boire de l'eau avant et éviter d'avoir soif le soir. Voilà, j'essayais vraiment de faire en sorte en me disant oui c'est vrai que peut-être que si je me réveille pas dans la nuit déjà ça le fera un réveil en moins. Voilà, je remettais pas à vraiment, cette époque en question. En fait toute la culpabilité et toute la responsabilité de tout, globalement. C'est ça. Et en fait, cette histoire de sommeil, ça a été très tricky parce qu'en fait, il a commencé à me dire du coup que je bougeais beaucoup dans mon sommeil. Alors moi, du coup, je suis quelqu'un qui regarde tout le temps sur Internet. Mais attends, on bouge 40 fois par nuit, normalement, dans son sommeil, c'est normal. Je disais, regarde, moi, je bouge pas. Lui, il ronflait pas. Et moi, je ronflais un peu. Je ronfle de temps en temps si j'ai bu ou autre. Et en fait, du coup, c'était pour lui insupportable. Et il voulait pas mettre de boule caisse. Il avait essayé une semaine et puis il avait dit ça fait mal au conduit, machin. Donc en fait, j'arrête. Du coup, j'ai commencé à tellement être stressée de m'endormir, de pas pouvoir beaucoup bouger, que en fait déjà j'ai testé plusieurs coussins, plusieurs oreillers spéciales cervicales parce que j'ai commencé à avoir des problèmes au cervical. Ouais. J'ai commencé à avoir super mal, je me réveillais, j'avais toujours un point, donc j'ai fait des séances de kiné. Alors avec le recul, je me rends compte juste que c'était sûrement mon corps qui m'envoyait un message en me disant fuis. Voilà, c'est ça, tu n'es pas bien en fait, tu n'es pas bien et c'est un signe physique que ça va pas. J'avais l'impression d'être très fatiguée du coup parce que j'arrivais pas forcément à dormir comme je voulais. Si je bougeais dans mon sommeil et qu'à un moment il me disait bon là c'est bon ça suffit, en fait je restais comme ça sur le côté et j'étais là j'ai plus le droit de bouger, donc en fait ça me stressait. Ouais. Donc finalement je préférais aller dormir sur un canapé qui était pas un canapé lit pour que moi c'était pas grave que je passe une moins bonne nuit. Mais lui, il fallait qu'il passe une bonne nuit parce que si lui passait pas une bonne nuit, il était de mauvaise humeur le lendemain et il me le faisait payer. Alors que moi en fait, j'ai tellement travaillé, j'ai fait des nuits blanches, j'ai eu un ulcère à cause du stress durant mes études, tellement que je bossais. Ouais. J'ai tellement peu dormi aussi que, finalement, ça n'atteint pas mon humeur. En fait, je suis fatiguée, mais ça, je vais pas reprocher à l'autre. Ça atteint pas mon humeur. Et lui, ça atteint vraiment son humeur. Donc en fait, il ne me parlait pas. Ne me calculez pas,
Et du coup, a commencé, enfin, à travers ce biais-là, les premiers signes de silent treatment, traitement par le silence, où il y avait ce truc où dès qu'il y avait quelque chose qu'il aimait pas que je faisais, ou voilà, et ben en fait, il était de mauvaise humeur, il me parlait pas, il m'ignorait. Et en fait, j'essayais de lui dire, mais est-ce que c'est moi, machin? Il disait non, mais parfois j'ai besoin d'espace et tout. Je dis, bah alors si c'est pas moi, pourquoi tu me le dis pas? Parce que ça me fait me sentir comme si c'était de ma faute. En fait, oui, les c'est trois ça, quarts ça du temps, vient... c'est... Ouais, mais les trois quarts du temps, c'était quand même ma faute. Hein. Oui. Ça, voilà, c'était moi qui... Ça vient qu'est-ce que j'ai fait? justement d'autant plus de culpabilité. Tu te demandes où t'as merdé, pourquoi il réagit comme ça. Enfin, c'est terrible. Après, ça ramène tellement de pensées. Bah, en fait, je me sentais très seule dans cet En appartement plus, alors oui. qu'on était deux. Donc, il y a vraiment cette espèce de truc assez bizarre où on ne sait pas à quelle sauce on va se faire manger. Hein. On rentre le soir, on ne sait pas s'il va être de bonne humeur ou de mauvaise. Il peut être de bonne humeur, puis là, on fait une action, un truc, et là, c'est putain. Ouais. Et là, on ne parle plus. Donc, ça, c'était vraiment très lourd à porter. Pour le sommeil, j'ai tout essayé. C'est-à-dire que je me suis fait une opération des cornets, réduction des cornets au laser dans le nez pour avoir une meilleure respiration. T'es allé jusque-là quand même. Je suis allée jusque-là et finalement je gonflais quand même. J'ai changé première fois du coup d'oreille spéciale cervicale, oreiller qui pouvait aussi aider pour les ronflements. Je l'aimais pas, j'avais pris la même marque que lui qui m'avait conseillé, j'aimais pas. Je l'ai renvoyé, ça l'a saoulé, j'en ai pris un autre que j'ai beaucoup plus aimé, mais il m'a dit ah mais là les ronflements ont recommencé, c'est chiant. J'ai pas changé pour le coup, moi je trouvais qu'il m'aidait pour mes cervicales. Je me suis même mis un sparadrap sur les conseils de mon père qui lui prône beaucoup le fait de respirer par le nez et pas par la bouche de base. Du coup, il me disait, il faut mettre un sparadrap sur sa bouche la nuit, comme ça on respire que par le nez, et c'est comme ça que tu ronfleras pas en plus. Donc j'ai essayé ça me faisait super mal d'enlever le truc, enfin Ouais, je l'ai pas fait 1000 ans non plus. J'avais même mis une prothèse, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs dans la bouche là qui permettent de décaler légèrement la mâchoire et éviter les ronflements, mais ça me faisait mal aux dents, donc voilà, donc quand ça me faisait trop mal et tout, j'arrêtais, mais j'ai quand même essayé énormément de choses, j'ai fait de l'hypnose oui, aussi, tu m'étonnes. une séance d'hypnose aussi, pour essayer de moins Ouais. bouger dans la nuit, mais ça a pas marché. Donc voilà, moi j'ai vraiment essayé, parce que j'avais l'impression que ça, en fait ça c'était quelque chose qui me pesait. Je me disais, mais comment on va faire dans notre vie plus tard si déjà là on a du mal à dormir ensemble, comment on va faire si on a des enfants qui nous réveillent. En fait, son manque de tolérance face au manque de sommeil me faisait vachement peur, parce que je me disais, puis même en fait, globalement, quoi, son manque de tolérance. Oui, son manque de tolérance, Par mais rapport moi à j'étais... Ouais, ça c'est sûr. Mais il y avait vraiment... mais ce truc de sommeil, du coup j'avais du mal à me projeter avec lui là-dessus parce que j'avais vachement peur en me disant mais comment on va faire quand il va être... Enfin, si là, alors qu'on est dans les premières années de notre couple, tout est censé bien se passer, ça se passe pas bien, comment on va faire pour l'avenir? Ouais. Et d'ailleurs, moi je lui ai toujours dit que je voulais des enfants. Lui il me disait qu'il voulait aussi des enfants, mais dès qu'il y avait des enfants autour, il me disait ah les sales mioches, ah putain il gueule, nan. Ouais, aussi intolérant par rapport aux enfants, quoi. C'est ça. Il était... Donc en fait c'était faux, enfin au fond je pense qu'il avait pas vraiment envie d'enfant, mais il me disait ça pour me faire plaisir et garder je pense l'image du mec idéal avec lequel on se projette, quoi. Donc il était assez comme ça. Si je devais parler des autres choses qu'il me demandait de faire, ou voilà, ou des choses qu'il faisait, parce que du coup j'ai tout noté pour essayer de me souvenir, parce que c'est vrai que c'est des petits trucs, mais on se rend pas compte. Oui. Donc il y avait aussi le fait qu'il me dise chut tout le temps, mais pour rigoler dans des conversations, chut, chut. Et en fait, bon, moi ça me saoule un peu, je disais arrête, mais bon, ça restait encore à la limite un jeu, mais par contre quand on s'engueulait, il me disait vraiment chut là en fait, tais-toi, genre t'aimes t'écouter parler, enfin... Ouais, vraiment te silencier. C'est ça, et puis il me disait tout le temps mais t'es une grande fille, donc en fait t'as qu'à le faire toute seule, ou des choses comme ça. Et par exemple, ça c'est le plus criant, c'était donc il me disait toujours que c'était lui qui faisait tout, même si en fait à la fin je trouvais que je faisais limite beaucoup plus que lui, parce que même si du coup j'avais essayé de rattraper sur les tâches qu'il trouvait, en fait il trouvait ça injuste que lui se tape des tâches dites ingrates et pas moi, donc c'est pour ça qu'étendre les machines, les machins, fallait toujours faire ça ensemble et que ce soit bien réparti. En revanche, cuisiner c'était quasiment moi tout le temps, midi et soir du coup quand on était en télétravail ensemble. Arroser les plantes, il y avait que moi, et en fait à chaque fois qu'on avait une engueulade, un machin qui me disait que je foutais rien, je disais bah regarde, arroser les plantes, c'est moi. Il disait arrête avec tes plantes et tout. En fait il se rendait pas compte qu'on avait une terrasse de 16 mètres carrés avec des bambous, des machins, enfin fallait les arroser, enfin voilà, ça me prenait quand même du temps. Ouais, Cuisiner... pour lui c'était plutôt une futilité qu'autre chose, quoi.
Bah, c'est ça. Et puis, par exemple, cuisiner, mais je t'ai jamais demandé de cuisiner. Donc, Bah du coup vous mangez pas. bah en fait il disait bah, si tu le faisais pas je le ferais, sauf qu'en fait quand je voyais l'heure défiler bah, moi j'avais envie d'aller de manger donc je cuisinais Oui, le puis c'est ce midi. que tu disais au départ, c'est que quand lui cuisinait, tu sentais bien qu'il avait pas envie de le faire, quoi. Que c'est des reproches pendant qu'il cuisinait et que ça le faisait chier. Ouais, le peu de fois où en fait il m'a dit en fait il y avait des moments où on s'était abonné à un truc de bouffe où ça nous envoie les HelloFresh là les recettes Ouais. machin. Du coup il était je vais faire cette recette donc voilà il se mettait en tête qu'il allait me faire une recette parce qu'il savait cuire, donc il pouvait cuire des gnocchis et des poulets panés, mais cuisiner, il le faisait vraiment extrêmement rarement. Et du coup, quand il le faisait, c'était à la base, tiens, je vais montrer que moi aussi, je m'occupe d'elle, etc. Sauf qu'en fait, quand il le faisait, il était trop vénère en cuisinant. Ah, mais je comprends pas, ça a pas l'air, c'est pas comme sur la photo, au bout de 4 minutes, qu'est-ce que je fais? Vraiment... Ouais. Ouais, je me souviens que ma mère était un peu choquée parce qu'elle savait pas ce que c'était une bavette. Elle était là genre c'est qui ce type qui sait pas ce que c'est une bavette genre. Puis, il confondait les concombres et les courgettes. Voilà, Ok. Un bon gratin lui, de concombre. Oignons et ail c'était la même chose. Oui, bah oui, voilà, c'est logique. Du coup, il connaissait vraiment rien. Mais voilà, donc il cuisinait très peu et lui du coup pour lui c'était mais tu passes enfin toi t'aimes bien faire ça donc en fait c'est pas vraiment une tâche. Tu sais quand tu fais ça 365 jours par an, ça devient quand même une tâche en fait. Désolée, mais même si on aime beaucoup ça, il y a des moments où on n'a pas forcément envie. Et Oui, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un peu une sorte de rituel parce que lui, il allait à la pause déj. En fait, du coup, il bossait en 4 jours sur 5, ses horaires, hein, c'était 9h, 9h30, 18h, 18h30, mais généralement à partir de 17h30, il jouait aux jeux vidéo, tu vois, il posait sa souris sur sa montre, comme ça, la souris était toujours un petit peu bougeotait, ce qui faisait que son écran n'allait pas en veille, et il jouait aux jeux vidéo, etc. Et il prenait 2 heures de pause au déjeuner, 1 heure pour faire son sport et après pour déjeuner. Et du coup, le rituel, c'était qu'il allait au sport. Moi, j'avais pas envie d'aller en même temps que lui, puisque j'ai vite compris que quand on a commencé, il voulait qu'on s'inscrive à la même salle et tout. Quand on a commencé à y aller ensemble, il me reprenait sur plein de choses. Alors, je veux bien, mais je trouvais pas qu'il le faisait de manière bienveillante, donc je me braquais. Et en fait, du coup, à la fin, c'était de ma faute. Il me faisait la gueule parce que c'était mal passé à cause de moi. Il se rendait pas compte que juste... il avait été genre trop chiant en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il avait ses écouteurs, parfois j'allais lui demander quelque chose et il appuyait vraiment dessus en levant les yeux au ciel. Quoi J'étais vraiment la drama queen. Désolée de te déranger, quoi, vraiment. Et donc il avait ce rituel d'aller au sport et de rentrer, de prendre sa douche. Donc pendant qu'il prenait sa douche, moi je savais jamais, est-ce qu'il allait la prendre avant le déjeuner ou est-ce qu'il allait prendre après le déjeuner, donc je savais pas trop. Je lui demandais tu veux déjeuner quand, lui je dis tu veux déjeuner quoi, je m'en fiche, choisis. En fait il voulait jamais choisir et il était parti du principe que j'étais une grande fille, que c'était à moi de choisir parce que lui il allait manger tout ce que j'allais lui proposer, mais moi j'avais toujours été éduquée dans un truc où en fait on demande à l'autre, on a envie de manger quoi, ça pourrait être sympa ça, enfin c'est un moment de partage en fait, de poser la question de qu'est-ce qu'on va déjeuner, désolé de pas t'imposer quelque chose, et ça a été beaucoup de sources de disputes, le fait que je lui demande ce qu'il veuille manger, et il y a une fois où je pensais pas qu'il allait prendre sa douche, je commence à lancer des œufs à la coque et tout, et puis en fait je me rends compte qu'il est en train de prendre sa douche et que les œufs vont se terminer dans 1 minute, donc je lui dis je suis désolée, les œufs sont prêts, et là il dit quoi? Il était dans sa douche, quoi? Mais t'as déjà lancé les œufs, mais quelle connasse! Donc là, il m'avait traité de connasse, violence. J'étais là, pardon. Pour des œufs à la coque, d'accord. Pour des œufs à la coque, voilà. Non, mais c'était que des choses comme ça. Hein. C'était vraiment des trucs. Si j'ouvrais un deuxième sachet de parmesan par erreur, voilà, c'était mais c'était débile ou quoi. Enfin, je te l'ai dit tellement de fois, c'est quand même dingue. Enfin. Et justement, à quel moment, toi, tu t'es dit que c'était hyper malsain je pense que quand je me suis rendu compte que j'étais en hyper vigilance, que j'étais quand même très stressée. Et en fait, je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est le regard des autres, parce que quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il me parlait pas bien, j'en avais parlé à mon cousin, qui est aussi mon meilleur ami, qui m'a dit oui, on l'a déjà remarqué. Ok. Donc là, moi, ça a été une première réalisation. Mince, en fait, pour moi, il me parlait pas bien dans la sphère privée, mais il apparaissait toujours comme le mec un peu parfait, très chou avec moi devant les gens. Et là, le fait que des gens le remarquent, c'est des gens qui, à chaque fois, ont passé plusieurs jours d'affilée avec lui. Pour se rendre compte réellement de la façon, voilà, il levait les yeux au ciel, il me prenait un peu pour une conne, il me parlait pas bien, quoi. Ouais, et du coup, ça vient légitimer ce que tu ressens de ton côté. Et là, je me suis dit, mince, et en fait, là, du coup, j'ai vraiment mis
Enfin, j'ai vraiment essayé de changer la dynamique au max parce que quand il me parlait pas bien, c'est là où je commençais plus à, au lieu de me dire, au lieu de réfléchir à ceux qui me reprochaient, je me disais, mais déjà, pourquoi ils me le reprochent Ouais. et pourquoi ils me parlent comme ça? Et du coup, je lui disais, mais me parle pas comme ça, me parle pas comme ça. Et il comprenait pas. Il me disait, mais je te parlerais pas comme ça si tu faisais pas ça, en fait. Genre, fais pas ta gogole, enfin, t'as qu'à pas agir comme tel, en fait. Enfin, Non, donc mais il vraiment était juste... toujours ce ton paternaliste de je n'aurais pas à te parler comme ça si tu savais ce que tu faisais. Et en fait, si tu es juste responsable. Bah, c'est exactement ça. C'était vraiment. Alors, en plus, enfin, les violences psychologiques au niveau des exigences, bah, plus j'arrivais à faire des choses, à instaurer ça dans mes habitudes, plus il me demandait de nouvelles choses. Mm. Et à un moment, on est arrivé au point où, en fait, il avait remarqué. Au bout de, je sais pas, 2 ans de relation, hein, il remarque que quand je mange, parfois, ma fourchette tape sur une de mes dents et fait un léger bruit. Et quand il a commencé à se rendre compte de ça, il est devenu omnubilé par ça. Ok. C'est-à-dire que il me disait, mais arrête de faire ce bruit-là. Donc il me disait, et puis au bout d'un moment, au bout de 2-3 fois, c'est-à-dire qu'on pouvait déjeuner ensemble, je lui parlais de quelque chose, il y avait ce petit bruit, et d'un seul coup, il était et en fait là, il me parlait plus de tout le repas. Il m'ignorait. Donc c'était que des choses comme ça. Ce qui s'est passé, ah oui, il y a aussi le fait qu'il articulait pas. Donc en fait, il parlait un peu dans sa barbe. Et du coup, je lui demandais souvent de faire répéter. Et il me disait, mais t'es sourde ou quoi? T'es sourde? Donc en fait, au départ, il me répétait en me disant que j'étais sourde. Alors que je me faisais la réflexion quand même qu'il y avait personne autour de moi à qui je demandais de répéter particulièrement. Oui. Donc en fait, que j'avais pas forcément des problèmes d'ouïe. Et je lui disais, voilà, que bah, c'était peut-être... je sais pas, genre... De toute façon, on comprend qui bien parlait que c'est pas toi assez le fort. problème, hein, et que lui Voilà. n'a rien à se reprocher, lui il se remet pas en question, c'est toi qui dois toujours faire des efforts, et en fait, changer, t'adapter. Exactement, et à la fin, en fait, il prenait même plus la peine de me répéter. Donc, en fait, il me posait une question, j'entendais pas, et puis je lui demandais de répéter, puis il y avait un grand silence, et puis parfois j'ai pété un câble en me disant répète, bah oui. Mais dis-le-moi, mais il y a des moments aussi où je lâchais en mode bah c'est pas grave, et en fait... Oui, tu passais à autre chose, et puis... Ouais, je me sentais... Et en fait, c'était très bizarre parce que quand on avait une engueulade, etc., et qu'après il partait quelque part, parce qu'il devait partir quelque part, hein, c'est pas qu'il storm out, qu'il sort de la pièce pour ça, mais qu'il avait quelque chose... Et quand il revenait, c'était comme si rien n'était. Comme si de rien n'était. Vraiment, ah bah il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, non. Mais, et du coup, si je prenais le temps de lui dire, bah écoute, j'ai pas trop aimé comment ça s'est passé, machin, là il me disait... Ah mais tu fais que ressasser, moi j'essaie d'aller de l'avant, tu fais que reparler des problèmes, c'est bon, genre on en a parlé, c'est acté, genre voilà en fait. Donc en fait, il me disait tu te crois forte en communication mais tu l'es pas. Donc en fait, toutes les croyances que j'avais sur qui j'étais en tant que personne ont été quand même vachement remises en question. Ah, tu te considérais comme ambitieuse? Tu l'es pas tellement. Ah, tu te considérais comme bonne communicatrice? Bah en fait pas tellement. Et en fait il me disait j'arrivais avec moi qui lui reprochais quelque chose. Et en fait, je repartais avec lui qui partait en vrille en disant « Mais tu vois, t'as gâché la soirée, moi je voulais qu'on passe une bonne soirée, toi tu reparles des problèmes, tu remues la merde. » Donc c'était très compliqué, je me sentais pas du tout écoutée. Et en plus de ça, après coup, il m'aura dit « Non, mais au départ, on communiquait si bien, je peux revenir à cet état-là. » Alors qu'en fait, je me rends compte qu'on n'a jamais réellement bien communiqué parce qu'à chaque fois qu'il me disait « Oui, je vais faire des efforts là-dessus », en fait, il les faisait pas. Bah non. Et sinon, il s'excusait jamais réellement. Il me disait désolé que tu l'aies pris comme ça, désolé. Mais c'est pas, c'est toujours tu qui prends. Voilà. Et c'est pas lui qui fait mal. C'est exactement ça. Du coup, donc il y a eu cette première réalisation en parlant avec mes amis proches et ensuite en fait je me rends compte, j'ai beaucoup relu nos messages, j'ai beaucoup pris de screenshots aussi pour me rappeler, etc. Puis je me suis rendu compte que ça a été quand même tout au long de notre relation où il y avait des gros moments de clash et à la fin je me laissais quand même moins faire parce que je pense que j'étais plus
consciente qu'il me parlait pas bien Ouais. et qu'il n'y avait pas de raison pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, une semaine en mariage. Enfin, il y avait un mariage un week-end et le week-end d'après, donc j'avais posé la semaine de cours. Ça, je venais de commencer mon taf à l'école, donc ça faisait 1 an qu'on habitait dans l'appart. Ouais. Et voilà, je venais de quitter mon taf plus régulier, plus safe. On avait passé l'été où du coup, il avait été quand même assez radin, sachant que moi, je savais pas de quoi l'avenir allait être fait. Finalement, je trouve ce taf, etc. Et j'avais prévenu dans ce taf, j'ai une semaine que j'ai posée parce qu'on mariage dans le sud de la France, au Portugal, enfin voilà. Du coup, on va dans le mariage dans le sud de la France, du coup toujours un démarrage de ses amis. Et là, on dort chez mes grands-parents qui habitaient à 10 minutes du lieu du mariage. Ouais. Super pratique. Donc je me dis trop cool. On avait déjà passé un week-end ensemble là-bas. Ça avait été un week-end idyllique. Mes grands-parents, ils sont adorables, vraiment trop mignons. Donc on avait passé un super moment. Donc là, je me réjouissais de ça. Le mariage se passe bien la journée, etc. Et là, en fait, se passe un drame, littéralement un drame le soir. Au moment de la soirée, c'était au moment de la fête où il y avait des petits trucs de cocktails, des bières, des machins. Lui, il prend une bière bouteille. Moi, je prends un cocktail. On rencontre des gens qui sont trop sympas. On danse avec eux, on rigole beaucoup et tout. Et puis à un moment, moi, ce qui me reprochait, c'était quand même un peu ma maladresse et mon inattention. C'était ça, c'est tu penses à rien. Il me disait rien, genre en accent bien, tu penses à rien. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ça a été un peu un révélateur pour lui de tout ce que forcément ça allait arriver. Vu que tu penses à rien, à un moment, ça va avoir un impact sur moi. Ouais. Et ça a eu un impact sur lui, entre guillemets, vu qu'en me retournant avec mon verre, j'ai sans faire exprès avec mon coude cogné dans sa bière qu'il portait à sa bouche et ça lui a pété un petit bout de dent. Et comme on était tous les deux bourrés, c'est vrai que moi tout de suite je comprends pas ce qui se passe, je le vois partir. Moi je suis là, d'accord, je sens que j'ai fait une connerie mais je suis quand même vraiment bourrée donc j'arrive même pas à comprendre réellement ce qui s'est passé. Je veux juste qu'il me regardait avec un air de furie, il part et là je commence à recevoir des messages, je lui disais t'es où et tout, il me disait Victoire je me casse, je te hais putain, je te hais de tout mon être. Donc moi j'étais en totale panique, non mais qu'est-ce qui se passe. Mes grands-parents nous avaient prêté leur voiture donc moi j'avais toujours pas le permis à cette époque. Du coup en fait j'arrive à le trouver sur le parking devant la voiture en train d'essayer de forcer comme un fou appuyer sur la poignée en essayant de l'ouvrir. Ouvre-moi, je me barre, je rentre à Paris, je te quitte, ciao, enfin voilà. Donc moi j'étais hyper choquée. Ça prend des proportions. Ça a pris une proportion tellement énorme, n'importe qui aurait pu lui mettre un coup et il aurait pu se péter une dent, mais c'est tombé sur moi qui fais si peu preuve d'attention, des choses, etc. Il trouvait que je prenais pas bien soin de ses affaires, de machin, de trucs. Que, en fait, de toute façon, là, ça a pris une proportion. Voilà, j'avais tous les torts. Et là, en fait, je commençais à essayer de m'approcher de lui pour le calmer et tout. Alors, c'est assez flou, cette soirée, donc je me souviens plus exactement, mais je sais qu'à un moment, j'ai été poussée et que je me suis fait vraiment mal à l'œil. Parce qu'en fait, j'arrêtais pas de dire frénétiquement tu m'as frappé. J'arrivais pas à être autre chose que ça. En fait, dans la voiture, j'étais en train de suffoquer. Lui, il était totalement bourré. En plus, on a quand même conduit les 10 minutes, hyper dangereux. Voilà. Je me souviens que dans la voiture où c'était... Donc, il venait de me pousser, j'étais totalement choquée. Je me souviens plus comment, mais je sais que j'ai pas le souvenir que ce soit un coup direct. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait que je suis quand même restée malgré ça. Et en fait, il y a un moment, il y a le marié qui est passé quand même sur le parking, qui était un très bon ami à lui et qui nous a vus, mais je sais pas, il est juste parti comme ça. Il nous a vus, moi en train de chialer et lui avec un regard de fou, voilà, mais du coup il est parti. Ouais, il s'est pas inquiété plus que ça, il est pas intervenu. Il est pas intervenu, après... Du coup, on rentre sur le devant de la maison, sur le gravier. Il me disait, je vais te quitter, je me barre, demain je prends un train, etc. Donc moi, j'étais en méga panique. Enfin, j'étais là, non, tu peux pas partir, non. Donc moi, je pleurais. Il me disait, pleure pas aussi fort avec tes grands-parents qui sont à côté. Donc il y avait aussi ce truc de bien se faire voir auprès de ma famille.
Et du coup, Évidemment. bref, on se couche dans un truc où, enfin, pour moi, c'était un cauchemar, vraiment, c'était un cauchemar. Et en fait, on se réveille le matin et là, je vois que j'ai un cocard. Donc, moi, ça m'a fait vraiment très bizarre, en fait. D'un seul coup, je me suis mise bon, déjà, j'ai pris des photos aussi, parce que je pense que dans ma tête, je m'étais dit, c'est quand même un peu bizarre. Enfin, je sentais que c'était pas normal, quoi. Donc, déjà, je prends en photo ça, et puis voilà, je lui montre, regarde quand même, ça a eu un... Voilà, tu m'as fait mal, quoi. Donc là, il commence à réaliser, et il s'excuse. Mais il se sera excusé qu'une fois, hein, parce que après j'ai dû l'amener, on a essayé d'aller chez le dentiste. Alors, on est allé au brunch. On est allé au brunch du mariage où voilà, moi je m'étais mis tout pour camoufler. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans la tête d'une femme battue en mode faut pas que ça se voit, machin. Donc c'était assez bizarre comme truc. Même si j'essayais de me rassurer et minimiser en disant qu'il n'allait pas donner un coup direct, mais il était quand même rentré dans une rage traumatisante, quoi. Oui. Et finalement, on était en train de chercher après un dentiste dans le petit village et tout. Le dentiste n'avait pas de place. Alors, il était vraiment... d'un seul coup, il redevenait énervé contre moi de ça. Puis moi, je disais, attends, mais tu m'as quand même... tu m'as quand même fait mal. Tu m'as frappé, quoi. Enfin, et il m'a dit, ouais, enfin, ça partira. Moi, ça, toute ma vie, je vais avoir un petit bout de dent au moins. Donc vraiment, en fait, pour lui, c'était quand même c'est pas si grave que ça. Genre, voilà, je me suis excusée, mais c'est bon, on va pas en parler 30 ans quand même, parce que... voilà. Donc, vraiment, c'était... Enfin, moi, j'étais là, je peux pas relativiser là-dessus, et en même temps, il me faisait tellement me sentir coupable par rapport à sa dent que j'avais l'impression que ça restait quand même moi le problème. Il y a vraiment encore une inversion de la culpabilité qui se met en place. Ah bah ça, c'est vraiment la dynamique, en ayant écouté beaucoup de podcasts, c'est vraiment le bourreau devient victime et la victime devient bourreau, quoi. Puis il était toujours, voilà, oh mon Dieu, on a touché, il m'a dit, moi quand je bois de l'alcool et qu'on touche à mon intégrité physique, c'est ça qui peut me faire vriller. Donc voilà. C'est chiant, mais tu l'as pas fait exprès, quoi. Enfin, il a vraiment des réactions disproportionnées, enfin de toute façon qui vont avec sa personnalité et avec tout le reste, évidemment, hein, mais... Bah, c'est ça. Après, du coup, on enchaîne sur le second mariage. Alors déjà, je me souviens que à l'aéroport au Portugal, on était arrivé. Il m'avait traité de conne sur un truc, encore d'agacement, machin. Et puis là, j'étais vraiment genre... En fait, ce qui était très bizarre dans cette relation, c'est qu'en fait, j'ai jamais été quelqu'un de rancunier. J'ai jamais été quelqu'un qui en voulait super longtemps aux gens. Et en fait, là, j'avais envie de lui montrer que les choses qu'il faisait m'atteignaient. En moi aussi, j'essayais d'inverser le jeu, en faisant aussi le jeu du silence, en lui montrant machin, mais en fait, ça ne marchait pas. Enfin, c'est-à-dire que il ne venait pas me voir en me demandant comment ça allait, alors que clairement, je lui montrais que j'étais énervée contre lui. Je n'arrivais pas à inverser cette tendance-là, quoi. Et du coup, je me souviens que j'étais quand même dans des sortes de stratagèmes, en train de me dire je vais faire ça et là il va comprendre que non, enfin c'est pas possible, quoi. C'est super toxique de se mettre dans d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour le faire réagir. Mais à ce moment-là, t'as plus que ça, en fait. C'est sûr. Le seul en moyen. Fait, j'étais tellement perturbée. Je me suis dit, je vais essayer de le prendre à son propre jeu, parce que vu que la communication, ça fonctionne pas et que c'est toujours moi le problème, si je lui fais, peut-être qu'il va se rendre compte que ce que ça fait quand on fait ça, mais pas vraiment. Du coup, on va au second mariage au Portugal. Là, tout se passe super bien devant ses amis. Sa grosse bande de potes, idyllique, on voit un mec qui fait du saxo pendant le mariage, il est genre, ah, notre mariage, on aura aussi ça, etc. Donc à nouveau, beaucoup de love bombing pendant cette semaine, ça se passait très bien. Et en retour, ça a été le début de l'enfer pendant un mois, où en fait, il me l'a vraiment fait payer son histoire de dents. Il me l'a fait payer fois 1000, c'est-à-dire qu'il a été tous les trucs du traitement par le silence, mal me parler, tout était fois 1000, c'est-à-dire que dès que je rentrais dans la... Ouais, c'est ça. Dès que je rentrais dans la pièce, il levait les yeux au ciel et il soufflait. Voilà, c'était vraiment... Je me sentais extrêmement seule. Normalement, on avait des rapports sexuels plutôt réguliers et tout. Là, il y avait rien. Il me donnait plus aucune attention. Alors que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc le fait qu'il me donne aucune attention, ça me faisait me sentir super mal. En fait, pendant toutes les fois où j'avais relativisé en me disant oui, il est difficile sur ça, mais en même temps, il est tellement chou quand il fait ça. Par exemple, il avait, je pense, littéralement 40 surnoms pour moi. Des petits surnoms, la pipus, la diplodocus, la nanana, genre on avait 50. Et vraiment pour me couvrir de petits surnoms et de petits trucs comme ça. Mais en fait, voilà, comme si c'était pour
compenser le fait qu'il Oui, bah oui. soit odieux à d'autres moments, mais là, il faisait plus l'effort. Là, il n'a pas fait l'effort d'être à des moments mignons. Et je pense que moi, c'est ce qui me faisait tenir avant en me disant c'est juste qu'il a un fort caractère. Et là, je commençais à me dire en fait, là, je suis en train de vivre un enfer. Je pleure un jour sur deux. Je sais pas à quelle sauce je vais me faire manger. Je suis tout le temps stressée. Genre, je me reconnais pas. Ça a été compliqué. Je devais dîner avec ma mère. Et en fait, je dîne avec ma mère. Et là, ça sort. En fait, elle me demande comment ça va et en fait, je minimise, mais je lui donne des faits, genre ouais, on a du mal. En fait, moi, je parle plus de, on a du mal à vivre ensemble au quotidien parce que c'est vrai que lui, il est très maniaque. Il me demande de faire ça, ça, ça. Puis ma mère, elle était un peu hallucinée déjà. Elle me disait mais attends, je comprends pas. Enfin, t'es pas sa femme de ménage ou t'es pas sa coloc. Enfin, c'est pas comme ça qu'on conçoit une vie de couple à deux. C'est très bizarre. Et voilà, moi, je n'avais pas du tout parlé du fait qu'il m'ait fait du mal lors du mariage, etc. Mais je lui disais là, ça fait un mois où c'est trop dur. Et même en mes minimisant, ça l'avait déjà beaucoup alertée. Elle m'avait dit si tu veux, là ce soir tu repars avec moi, tu repars chez toi, tu fais ta valise et tu te casses pendant 4 jours. Elle habitait à Paris ailleurs. Et moi je voulais pas créer une scène en fait. Je voulais pas. Du coup c'est la première fois où j'ai commencé à un peu anticiper un premier départ en fait. Et c'est bizarre, on a l'impression qu'on est un peu dans une optique de survivor, vraiment. D'un côté, ça donne de la force aussi, parce qu'on se dit, voilà, je vais faire ça, nan. D'un côté, on a l'impression d'être dans un film d'horreur, on doit sauver sa peau. C'est un peu étrange. Et en fait, du coup, je lui ai dit, non, je préfère rentrer chez moi, faire comme si de rien n'était. Donc ça, c'est la première fois où j'ai senti, enfin, je mentais, en fait, sur comment je me sentais, pour me préserver pour après. Donc c'était ça où j'avais l'impression vraiment de détenir un grand secret, quoi. Pour moi, qui n'ai pas trop de secret normalement et qui est assez facilement lisible, quoi, dans mon humeur. Et voilà, donc je fais comme si tout allait bien, machin. Puis je me lève le matin, on avait encore mal dormi, truc. Et puis je lui dis pas du tout, je me barre à cause de toi. Je lui dis plutôt, je suis très fatiguée. Ma mère m'a proposé de passer quelques jours chez elle, je vais y aller. Parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai l'impression de pas être à la hauteur, de pas... Enfin, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à faire ce que tu me demandes. C'est trop pour moi, en fait. Et du coup, il était super triste, en fait. Il était, mais non, pars pas, je suis trop triste que tu partes, etc. Nan. Et puis moi, je le rassure en disant, non, mais c'est juste quelques jours pour réfléchir, pour me poser, prendre l'air. La réaction et puis, en classique, de la tristesse. Voilà, d'un seul coup, trop mignon. Donc là, je vais chez ma mère pendant 4 jours. En fait, lui, t'as bon, quand est-ce que tu reviens ? Là, je disais, en fait, je sais pas si je reviens. En fait, moi, j'ai commencé à lui dire les choses. Et là, il a commencé à être là, quoi ? Mais comment ça ? Tu peux pas me quitter ? T'es l'amour de ma vie, nanana. Et moi, je disais, mais c'est en fait juste, c'est pas possible la façon dont ça se passe. Il me dit, non, mais je me suis concentrée que sur le négatif avant. Là, je vais me concentrer sur le positif. Oui, bien sûr, je vais changer, je vais redevenir l'homme idéal du début et machin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est finalement, je me suis concentrée que sur le négatif, mais t'es tellement incroyable. Je veux pas gâcher ça et je suis désolée et nanana. Donc, moi, je disais, il me disait, tout va redevenir comme avant ce mois tragique, en fait. Et moi, je disais, non, je me souviens bien avoir écrit ça. Non, je veux pas que tout redevienne comme avant, parce que comme avant, il y avait déjà des mécanismes qui me plaisaient pas. J'en ai marre que tu me demandes trop, en fait. Je fais déjà énormément d'efforts, tu remarques jamais. Pour toi, c'est toujours, c'est du bon sens, donc en fait, c'est normal que je le fasse, alors que moi, ça me demande de l'énergie et tu ne le vois pas. Je me sens pas, enfin, je comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu fais avec moi, si j'ai l'impression que tu me détestes, donc, puis t'es, mais non, pas du tout, donc voilà, il m'a vraiment sorti le grand jeu de récupération. Je suis partie, je suis revenue, quoi, et finalement, une semaine plus tard, c'était la même chose. Il répétait un cap pour une connerie. Voilà. Il revoyait que le négatif. Voilà, mais il y avait quand même eu des moments où il avait essayé, il avait organisé qu'on se fasse une expo, puis après un dîner en amoureux dans un resto, etc. Donc il avait un peu, on avait passé 1 ou 2 soirées un peu idylliques comme ça, comme avant. Donc en fait, c'est ça où tu te dis, oh là là. Oui, t'as l'impression qu'il rechange. C'est la période lune de miel qui revient. C'est ça, mais disons, en fait, s'il fait lui aussi un peu d'effort, ça peut trop bien se passer, en fait. Et je me suis pas rendu compte à quel point. En fait, j'ai attendu 5 mois avant de le requitter. Mais je dirais qu'au bout de 3 mois, je faisais des constats dans ma tête en me disant, en fait, rien n'a changé.
En fait, au départ, tu t'es préparée en fait à le quitter vraiment et pendant ces 3 mois, tu t'analysais vraiment plus la situation avec ce qui n'allait vraiment pas. J'étais beaucoup plus alerte, j'étais beaucoup plus alerte des choses. En fait, du coup, j'ai commencé à écouter aussi des podcasts sur la perversion narcissique, etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas du tout. J'avais parlé à une amie qui m'avait dit « Ah, mais ça, c'est du gaslighting ». Je connaissais pas du tout ce terme, donc du coup, j'étais allée chercher. Je m'étais dit « Ah, mais c'est vrai que... » Enfin, déjà, il me dit que lui, il intègre tout très facilement, alors que en fait, non, il fait jamais... Il dit qu'il va faire, il fait jamais ce qu'il dit. Donc, en fait, déjà, c'est du gaslighting. Il y a eu un soir où ça a été vraiment un cauchemar, en fait, une autre soirée assez chaotique, où on était dans notre appart. Moi, je bossais avec... et là, ça a été vraiment un gros gaslight. Hein. Et moi, il m'a vraiment fait perdre ma notion de... Il me disait tout le temps, mais en fait, toi, t'as une version des choses, ça se passe pas du tout comme ça. C'est fou comme t'es biaisé. Je suis assez choquée en fait de ta perception parce que quand tu racontes l'histoire ça se passe pas comme ça, donc moi je doutais vachement, je me disais ah ouais ça se trouve en fait je retiens que les trucs qui me vont et qui vont dans mon sens et j'arrive pas assez à parler de l'autre partie, donc voilà encore une fois on se remet en question. Oui voilà, il te fait vraiment douter de tout, de toi. Voilà. Et du coup, il y a eu cette histoire où on devait aller au resto, mais avant, on se faisait un petit apéro, donc il sort du Prosecco, etc. Moi, j'avais un client qui est aussi un ami, où on avait des projets où je bossais un peu jusqu'à 23h tous les soirs dernièrement. C'était une petite mission courte, mais assez cool. Et du coup, il m'écrivait encore des messages par WhatsApp, donc je recevais. Puis à un moment, il me dit « Bon, il faut que tu décroches. » Là, je dis « Oui, ok. » Je pose le portable, même si j'entends qu'il vibre encore, je me dis « C'est bon. » Et là, du coup, on commence à trinquer. Et là, je vois qu'il prend son portable. C'est vraiment la vision, enfin c'est le souvenir que j'en ai. Il prend son portable pour regarder peut-être un truc de match ou j'en sais rien. Il y a quand même, j'ai le souvenir d'avoir fait un commentaire. Ah oui, il y a 0,1 pour nanana, enfin un truc comme ça. Et en fait, du coup, vu que je vois qu'il est en 2 secondes sur son portable, je me dis, je vais juste checker rapidement le message de mon client. Et en fait, quand je suis sur mon portable, tout de suite, il me dit, mais pourquoi t'es sur ton portable ? Je dis, mais c'est parce que j'ai pris mon portable parce que t'as pris ton portable. Et là, il me dit, ah non, pas du tout. Mais pas du tout en fait. Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ? Mais en fait, c'est assez fou là ce qui vient de se passer. Tu t'en rends compte ou pas ? Et en fait, il était vraiment... Tu t'en rends compte, là c'est grave en fait. J'ai pris mon portable parce que t'as pris ton portable. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en fait, t'inventes des choses. Encore un retournement de situation. Ouais, je suis choquée. Et en fait, moi sur le coup, j'étais là... c'est peut-être moi, tu sais quoi, dans tous les cas, je pose le portable, le but c'est de passer un bon moment. Et en fait, il ne voulait pas passer un bon moment. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas aller de l'avant et se dire, ok, on s'en fout qui a pris le portable, l'important c'est qu'on les ait posés. Il provoquait simplement une nouvelle dispute, une nouvelle engueulade. Donc voilà, et finalement, du coup, on va au resto en silence. Au resto, il ne me regarde pas, il ne me parle pas, on mange en silence. Donc moi, j'avais vraiment la gorge toute nouée, donc je commençais un peu à pleurer. Et en fait sur le retour là il me dit mais t'as pleuré devant tout le monde, c'est la honte, enfin vraiment en fait déjà il me disait souvent que je faisais honte quand je parlais fort dans la rue ou des choses comme ça, donc en fait avec lui j'avais l'impression d'être soit pas assez soit trop. Oui en fait comme... rien n'allait et ta personnalité ne convenait jamais, même si tu l'adaptais, et même les choses qu'il avait aimées chez moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est solaire, qui évidemment a une personnalité qui peut prendre de la place, des choses qui ont pu me complexer aussi, il le sait finalement sur quelle place je dois prendre dans la vie. Et du coup il savait à pied en disant là mais tu te rends compte, t'as pris toute cette place, là t'as pleuré devant tout le monde, donc ça me faisait me sentir super mal. Je crois que c'est peut-être je crois que ça c'était 2 jours, il y a eu un moment où je suis repartie pour un jour parce que là j'en pouvais plus, parfois je partais chez mon père parce que j'avais les clés de chez mon père qui étaient là 2 jours par semaine, mais à la fin je l'avais plus, j'avais plus les clés, c'était à mon cousin, et du coup pour préparer mon départ j'ai dû aller redemander les clés, j'ai dit à mon cousin j'ai besoin qu'on aille se voir, qu'on dîne ensemble, que tu me rapportes les clés, comme ça en fait je savais que j'avais un point, un échappatoire si jamais je voulais partir. Parce qu'en fait, au bout de 3 mois après être revenue, je savais déjà que j'avais envie que c'était compliqué, mais je lui disais, parce que je lui avais parlé de faire une thérapie de couple, je lui disais que non, on n'en avait pas besoin, c'était pour les vraies choses. Hein. Pour lui, c'est juste des réglages. En fait. D'ailleurs, il m'avait dit, je sais que je suis sur ton dos, au moment où on avait des discussions pour revenir, je sais que je suis sur ton dos, etc. Mais c'est juste que je sais que tu as fait des efforts, mais j'ai l'impression que si je suis pas derrière toi, tu vas te relâcher. Voilà, c'était ça ces mots, tu vas te relâcher. Il y avait vraiment ce truc de constant contrôle où si moi, j'étais pas sous c'est contrôle, ça, j'allais partir en live. C'est tout.
Donc du coup, je commençais pas mal à avoir envie de le quitter, mais on avait une semaine de ski prévue en début mars, avec un couple d'amis à moi, enfin une très bonne amie à moi et son mec, qui sont un couple plutôt sain, et qui pas du tout dans cette dynamique-là. Et moi, je m'en avais quand même déjà pas mal parlé. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette semaine, bon, il a eu des moments, il était odieux, il était malade, moi j'allais lui apporter des médicaments, mais il me remerciait même pas. Enfin, en gros, ma copine m'a dit à un moment, on sortait les poubelles, tout ce que tu m'as dit, je l'ai remarqué. Ouais. Tout ce que tu m'as dit, je le comprends. Et je suis désolée de te le dire, Victoire, mais en fait, t'es tombée dans une forme de normalité parce qu'il te parle vraiment pas bien. Et toi, t'es trop chou. Moi, j'ai envie de lui péter la gueule et de lui dire comment il te parle. Moi, je veux pas interférer, mais sache que j'ai déjà des amis à qui ça arrivait aussi. C'est pas normal. Et non. Toi, malheureusement, t'as un peu intégré comme c'est un peu normal qu'il te parle comme un chien, quoi. Donc du coup, ça m'a fait aussi prendre conscience encore plus. On avait une séance de thérapie de couple du coup qui était prévue parce que il y avait des moments où je lui disais, en fait, si on le fait pas, je te quitte. Là, ça le surprenait vachement parce que c'était la première fois où j'émettais ce mot-là. Moi-même, j'étais gênée de le dire, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il se wake up, quoi. Donc, on a fait la séance avec la psy, et en fait, du coup, je raconte les choses, ma vision, évidemment. Lui, il se sentait super attaqué, donc il faisait que se défendre. Et en fait, quand on est sortis, donc au départ, il disait rien. Puis quand je lui en ai redemandé, bon, du coup, on va faire une autre séance avec elle, il m'a dit, ah, non, clairement, on la reverra jamais, cette conne. Elle a pris ton parti. Toi, t'as mal raconté les histoires, et elle a pris ton parti, donc c'est pas une bonne psy. Donc, ciao. Et moi, je lui avais dit, ouais, mais enfin, si on va pas... Je suis ok, d'accord, pas pour celle-là, mais si on n'envoie pas un autre, ça va pas être possible. En fait, la psy, elle disait, quand je racontais les choses, non, mais en fait, c'est pas... Enfin, c'est un humain que vous devez respecter. Enfin, elle était vraiment choquée, quoi. Donc, c'est vrai qu'elle avait du mal à prendre sur elle. Parce qu'elle était là, genre, là, c'est un gros contrôle que vous effectuez sur elle. Il n'y a pas une façon de faire les choses. Il faut réussir à se mettre à la place. On est différents. Donc, la seule truc qu'il avait entendu, c'est on est différents. C'est génial, après presque 3 ans d'avoir compris qu'on était différents, merci beaucoup. Donc en fait, après ce moment où il est sorti de ça et qui m'a dit en fait c'est une conne, t'as mal raconté des histoires, c'est comme si ça avait acté et que je m'étais enfin laissé la possibilité de me dire ok, là t'as vraiment tout essayé et en fait il changera pas. Le fait d'être partie une fois, si j'étais partie et que j'étais jamais revenue, je me serais dit ouais, j'ai pas été cool, j'ai pas laissé une autre chance. Donc là je m'étais dit c'est bon, j'ai laissé une chance et il l'a pas saisi. J'ai voulu arranger les choses avec une psy et en fait ça marche pas. Donc là c'est comme si j'avais un peu tous les voyants ouverts de dire ok, maintenant là, c'est bon, je peux partir. Voilà, maintenant c'est bon, je peux partir. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, comme je te disais, à préparer un peu ma fuite en me disant si jamais... En fait, j'avais pas le cœur pour le quitter à des moments où il était gentil. C'était pas possible. Ouais, c'est normal. Parce qu'en fait, j'en avais trop besoin de ces moments de gentillesse, en fait. Je les prenais quand même. C'était horrible d'accepter en fait cet amour d'un bourreau, mais sur le coup, on le prend quand même. Et du coup, je me suis dit, à la prochaine fois où il est insupportable, là, je prends mes clics et mes claques et je me barre. Et bon, on n'a pas attendu très longtemps, hein, au bout de 2 jours, une histoire, voilà, une histoire de pesto mal non fermée. Et ça, Dieu sait que c'est une... Pouf. Ah mais là c'est la blague avec mes potes hein. Ah mes potes ils sont là genre l'histoire du pesto Du coup j'imagine que t'en manges plus. Ferme le pesto. Ah j'en mange, je le laisse bien ouvert pendant plusieurs heures et je me réjouis, je me délecte. Je le laisse moisir par plaisir. C'est exactement ça. Et en fait du coup je fais des pâtes, un soir je fais des pâtes, je mets le pot de pesto au milieu, il se sert, je me sers en dernier, je commence à manger, là il me fait pourquoi le pesto il est pas fermé? Là, je dis, ah oui, je vais le fermer après avoir mangé. Non, il faut le fermer maintenant, sinon ça va moisir. Je dis, écoute, ça moisit pas. Enfin, c'est pas en 5 minutes que ça va moisir. Ouais, mais 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes, c'est comme ça que les choses moisissent, en fait. Là, je dis, écoute, ça moisit pas un pesto. Ah ouais, non, voilà, ça moisit pas un pesto, tu vois, tu dis toujours des trucs trop cons, nan. Donc là, il commence à partir dans un truc. Bon, moi, je vais me doucher, je sens que la soirée va déjà être gâchée. Donc en fait, voilà. Donc il part se doucher. Et moi, pendant la douche, je fais ma petite valise. Et quand il sort de la douche, je suis devant la porte et je lui dis j'ai appelé mon Uber, je me barre. J'en peux plus, je me barre. Donc là, s'en est suivi une discussion dans le Uber où il me disait juste, mais tu vois, il suffit juste de me dire les choses vraiment. Tu vois, les seules fois où tu m'as dit vraiment les choses et tu m'es un peu rentré dedans, ça me calme et je comprends. C'est toi qui t'imposes pas assez, en fait.
Donc en fait, là, c'était ma faute parce que c'était moi qui n'arrivais Toujours pas ta assez faute, à de toute m'imposer. façon, Voilà. jamais il va se remettre en question, ce sera toujours ta faute, toi la responsable, toi la coupable. Donc c'est ça. Donc après, en fait, j'étais chez mon père, mais il n'était pas au courant que j'étais chez lui, vu que c'était le week-end, il n'était pas là. Donc j'ai passé 2 jours chez lui. Après, je savais que ma demi-sœur allait arriver, donc je voulais vraiment pas la croiser. Donc je suis allée chez une amie, puis un autre ami, qui ont été adorables et qui m'ont accueillie. Ça m'a permis aussi de beaucoup discuter et de me rendre compte de pas mal de choses. Ouais. Mon amie a essayé vraiment de me dire, parce qu'elle était aussi sortie d'une relation un peu toxique comme ça, les pour et les contre. S'il y avait pas ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aime pas chez lui? Me forcer un peu à me poser plus de questions. Lui, il m'envoyait des longs messages par texto et je répondais pas. Finalement, à un moment, il m'a dit, s'il te plaît, si tu veux me quitter, quitte-moi, mais j'ai besoin, je peux plus, je souffre trop, là, j'ai besoin de savoir. Du coup, j'ai dit, ok, mais on peut se voir ce soir pour un verre. Du coup, ça a été un verre où on a dû passer 3 heures. En fait, c'était très bizarre. Il faisait que pleurer en me disant, tu peux laisser toutes les fenêtres ouvertes, tous les pestos ouverts, ta femme de ma vie, non. Et en fait, à un moment, il avait essayé de s'asseoir à côté de moi pour me prendre les bras. Et là, je l'avais tout de suite repoussé, genre, non. Et en fait, j'étais vraiment dans un mode autopilote, dissociation. Je sais ce que j'ai à faire et je vais pas me laisser voilà. Et puis lui, il a tout essayé, mais c'était pas un avertissement pour moi que tu sois partie, je l'ai pas compris comme ça. Donc voilà, il a vraiment essayé de me retourner le cerveau, mais comme d'habitude. Et puis comme ils font tous, vraiment, je te dis au début de l'épisode, c'est toutes les cases à chaque fois qui cochent. Ouais. C'est clair. Et du coup, je l'ai quitté. J'ai réussi à le quitter à ce moment-là. Au moment où je le quitte, il part comme ça. Je me retourne dans la rue. J'étais en plein milieu de Paris, dans le Marais, quasiment. Et là, je tombe sur mon cousin Germain, justement, à qui m'avait rendu les clés, à Paris juste pour 1 an, mais on n'habite pas dans les mêmes quartiers. Il était là avec une bande de potes à boire des coups. C'est que j'ai vu ça comme un signe, quoi. En fait, moi, ma famille, elle est hyper importante pour moi. Donc, du coup, tout de suite, je suis allée avec eux. Puis, ça m'a changé les idées. J'ai bu quelques coups. J'étais un peu, évidemment, secouée. Bah oui. Et après, ça en est suivi des longues lettres par mail où il a utilisé tous les angles de vue. Donc, il y a eu... Non, mais en fait, regarde, mes amis aussi, ils ont vécu des moments difficiles dans leur couple. Et en fait, toi, c'est parce que t'as pas eu de relation très longue que tu sais pas qu'il faut faire des efforts pour être dans une relation. Mais c'est normal. Regarde, machin, il lui parle comme une merde. En fait, c'est pas... vraiment les bons exemples pour moi. Il donnait que des exemples de couple toxique, quoi, tu vois. Et puis voilà, donc il a eu ce premier truc, regarde, c'est pas si grave, regarde tout ce qu'on a, tu le sais, on peut pas gâcher ça, on peut pas. Et en fait, heureusement, j'avais une amie au travail, une très bonne amie à moi, qui en fait décryptait tous mes messages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, regarde, non, là, il s'excuse pas vraiment. Là, tu vois, il dit tu le sais, il veut te mettre ça dans la tête que tu le sais, alors qu'en fait, il parle à ta place. Donc, en fait, de la manipulation jusqu'au bout. Et après, voilà, dernier angle d'attaque, avant-dernier angle d'attaque, c'était tu étais dans ta petite robe rouge au 3e date, quand je t'ai vue, je suis direct tombée amoureux, nanana. Donc là, c'était... il repart sur les souvenirs, les moments où ça allait, les machins, voilà. Ouais. Voilà. Et après, il vient jouer sur l'affect. C'est ça, et en fait, il m'envoie aussi un autre en me disant oui, je voulais juste te montrer ça, regarde, c'est mes notes. Que j'ai pas touché, donc tu peux voir que c'est vraiment daté du moment après quelques jours après la psy, même si je t'ai dit que c'était une conne et tout, j'avais quand même noté des points d'amélioration. Et regarde, j'avais compris des choses, j'étais en train de le mettre en place, donc voilà, donc les points c'était ne pas oublier, demander à Victoire comment s'est passée sa journée parce que ça lui tient à cœur. C'était là genre ok, on dirait un robot qui a pas de sentiments et qui est là genre de le noter. Ouais, c'était vraiment tragique, quoi. Ne pas critiquer ce qu'elle est, mais ce qu'elle fait. Là, genre, en fait, déjà, ne pas critiquer, ça pourrait être sympa. Ouais, ce serait sympa d'arrêter de critiquer aussi. Et en fait, je sais pas, j'ai réussi, même s'il me disait, voilà, que il faudrait lui laisser une autre chance, à un moment, il s'est même un peu énervé, quoi. Il était là, franchement, avec tout ce que je t'ai dit, tous les efforts, machin. Et tu reviens pas, pourquoi tu reviens pas. Franchement, là, ça a commencé à me saouler, quoi. Moi, je disais, en fait, je veux plus. Donc voilà, donc j'ai réussi, on avait un appartement, du coup, on habitait ensemble depuis 2 ans. J'étais chez mon père, chez des amis, il était encore à l'appart. Il est parti 2 semaines pour que moi je vienne et puisse profiter de l'appart parce qu'on payait moitié-moitié. Donc en fait, il a été très réglo à la fin. À chaque fois qu'on se voyait, il pleurait. Quand on faisait les cartons, les machins. Mais il était surtout... il a même à un moment, il a essayé de... Ça te dit...
qu'on fasse l'amour une dernière fois, là, juste comme ça. Tellement Non, pas du romantique, tout, en fait. entre deux cartons. Ouais, pas du tout, en fait, vraiment pas du tout, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais déjà dans un truc, genre, il me dégoûte, en fait, je sais pas pourquoi, genre, je le haïssais en même temps, je l'aimais, en fait, en même tout temps, est je le ressorti haïssais. d'un coup. Ouais, je le détestais de m'avoir fait ça, en fait. Mm. Et même s'il était gentil, en fait, finalement, à un moment, je m'en suis limite voulu en me disant j'ai été trop. Genre, la rupture, elle s'est trop. J'aurais dû lui envoyer beaucoup plus de trucs à la gueule. Et en même temps, je sens que j'ai été dans un mode de survie où mon cerveau, il a très bien compris. Fais pas de vagues. Fais comme si tout allait bien pour te protéger, en fait. C'est un instinct de survie de se dire, genre, tu sais pas qui t'a en face, la réaction, etc. Fais comme si, toi aussi, t'es quand même triste qu'on se quitte, mais bon, t'as vraiment besoin de souffler parce que c'est trop dur, voilà, mais joue un peu à la conne. C'était non plus pour pas qu'il puisse te réattaquer et puis recommencer, c'est oui, mais tu sais, et machin. Et comment tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, ça va beaucoup mieux. J'avoue que je trouve que parfois j'ai un peu... Enfin, ce qui a été très difficile, c'est de savoir quel était de l'ordre de la normalité dans mes relations après. Parce que, on fait croire que c'est normal de se parler comme ça, alors qu'en fait, ça l'est pas. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas les bons curseurs, même dans des relations amoureuses, de savoir est-ce que là, si on porte trop... J'ai peur que si on porte trop d'attention, c'est qu'en fait, c'est le début d'un pervers narcissique, parce que c'est du love bombing. En même temps, si on m'en donne pas assez, c'est pas suffisant pour moi, parce que j'ai quand même ce besoin d'être valorisée. J'ai perdu beaucoup d'estime de moi-même. J'ai des amis qui l'ont quand même constaté, ils m'ont dit... Enfin, de toute manière, à la fin, ils me disaient que j'étais drama, égoïste, et que, que j'étais... De toute façon, oui, il a tout fait pour que machin, donc en fait, manques ça de me confiance et que plus. tu perds toute estime de toi. Donc, Ouais, et je me ressemblais plus à la fin, en fait. J'étais plus aussi joyeuse et pétillante qu'avant. Je dirais qu'il y a vraiment ce manque de confiance en soi, donc j'ai quand même assez rapidement vu une psy pour essayer de travailler là-dessus, mais je me rends compte qu'il y a encore des choses qui me trigger. Je me rends compte que si quelqu'un me répond pas, ça peut me faire péter un câble. Quand j'étais dans mon appart, en fait, je le laissais un peu en bordel au début, et en fait, dans ma tête, c'est comme si je l'entendais me dire, comme si je lui donnais raison que en fait, j'ai toujours été bordélique. J'ai toujours été bordélique, donc en fait, j'avais une mauvaise image de moi, genre tu vois, en fait, finalement, s'il est pas là derrière toi, en fait, oui, tu te laisses aller. Alors que tu peux avoir le droit d'avoir un bordel organisé, en fait, c'est ta façon de vivre, c'est ta façon, peut-être que t'es bien comme ça te rassure, enfin... C'est ça, puis ma psy elle m'a dit mais quand vous recevez des gens vous faites quoi? Je dis généralement moi je mange tout, je suis contente de recevoir des gens. Elle me dit alors vous n'êtes pas une vraie bordélique, les vrais bordéliques c'est ceux qui sont ok avec leur bordel même devant les gens, donc finalement c'est juste que j'aime bien ranger par gros à-coups, mais voilà, mais j'ai dû un peu tout réapprendre. Oui, c'est ça, puis il a fallu que tu fasses reconnaissance avec toi-même aussi, pouvoir revenir à ton identité, qui t'étais avant cette histoire, reprendre confiance en toi. Et tu disais que c'est encore difficile, Ouais, c'est encore difficile, honnêtement. Professionnellement, il s'est passé plein de choses. Déjà, quand j'ai réussi à trouver quand je l'ai quitté, j'ai trouvé un appart. La même semaine où j'ai trouvé mon appart, c'était 2 semaines après la rupture. J'ai eu aussi mon permis la même semaine, alors qu'il m'avait quand même dit que j'étais une grosse assistée et que ça l'étonnait pas que j'ai loupé le permis la première fois, quand je l'avais loupé la première fois. Là, quand je l'ai eu, c'était « Oh, j'ai jamais douté que tu l'aurais voilà. » Enfin bref, j'ai quand même tout de suite senti que j'étais quand même soulagée et que je reprenais le pouvoir sur ma vie. Et qu'en fait, j'étais capable de choses, voilà, exactement. Mais... il y a quand même ce truc où je me rends compte que j'ai encore besoin beaucoup de validation. Ah, regarde, j'ai fait ça bien, alors que beaucoup à mettre en avant ce que je sais faire pour qu'on me valide là-dessus. Et pour être rassurée sur le... autrement. Donc voilà. Quel message t'aurais à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter ? Le message que j'ai à faire passer, c'est que la violence psychologique, c'est très insidieux, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est difficile à nommer, mais il y a quand même... il faut vite se rendre compte. Le plus tôt on se rend compte... En fait, il faut réussir à poser ses limites, parce qu'il faut pas avoir peur que la relation ne marche pas. Vaut mieux que la relation elle marche pas qu'être traitée ou faire autant d'efforts. En fait, oui, une relation, ça se travaille, mais ça se travaille à deux. Si l'autre personne, elle fait pas sa partie du travail et que vous la faites, en fait, il y a un moment où c'est trop épuisant et il faut se protéger, en fait, il faut choisir. Et je vais culpabiliser pas mal de peut-être pas m'être choisie plus tôt, mais je me suis quand même choisie avant de faire des enfants, avant de me marier, machin, donc je suis quand même déjà contente d'avoir évité d'autres problématiques qui ont été vraiment un enfer. Donc finalement, maintenant, le constat, c'est que je suis fière, mais voilà, ne pas minimiser les paroles.
Quand quelqu'un se fout de votre gueule, en fait, et qu'après dit c'est pour rire, en fait, si ça vous touche et qu'il comprend pas que ça fait rire que lui, c'est qu'il y a un problème. Voilà, essayez de se rendre compte de ça. Et la violence physique, ça peut être aussi, ça prend plusieurs visages. C'est pas forcément des coups directs sur le corps, ça peut aussi être des portes qui claquent, des objets qui cassent, venir tout le temps derrière soi, faire des petits guilis comme ça, un peu se faire surprendre et d'être toujours dans cette espèce de sursaut comme ça, de pas savoir. C'est en fait une mise en stress constant. C'est ça, c'est un climat anxiogène qui s'installe et dans lequel tu peux pas sortir comme ça. Voilà, donc c'est juste essayer de s'aimer assez pour se choisir et se dire que si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et voilà, et ne pas minimiser ça parce que c'est une violence. J'ai longtemps dit j'ai eu un petit trauma, et en fait, il faut arrêter de dire petit trauma. J'ai eu un trauma. C'est un trauma, ouais. Voilà, et après il faut se reconstruire, mais on y arrive et je suis super fière de tout ce que j'ai réussi à accomplir depuis. Tu peux l'être. Voilà. Merci beaucoup, Victoire. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Un grand merci à toi, Victoire, pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation et de l'enregistrement de cet épisode. T'es pas toute seule, on t'entend et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.